Elle m'a regardé droit dans les yeux dans l'ascenseur, me tendant sa tasse vide. L'assistante doit connaître sa place. À remplir, chaud, moins de mousse. J'ai opiné du chef et tenu la porte comme une bonne serveuse parce qu'elle n'avait aucune idée que c'était moi qui signais ses chèques de paie. L'homme qui lui envoyait des SMS disant « Tu me manques » portait mon alliance. Si vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre silence, restez dans le coin. J'ai attendu qu'elle en dise assez. Puis j'ai claqué la porte sur sa carrière. Je m'appelle Ivy Chavez, et j'ai appris que l'endroit le plus dangereux dans le monde de l'entreprise n'est pas la table de la salle du conseil où les gens hurlent pour des pourcentages, mais les confins d'acier silencieux d'un ascenseur se déplaçant entre les étages. C'est dans ces cercueils verticaux que les gens oublient qui écoutent. Ils voient une femme dans un blazer modeste tenant une tablette, et leurs yeux glissent juste après la personne pour se poser sur l'utilité. Ils voient une fonction, pas une fondatrice. Ils voient une servante, pas la directrice des opérations. Et ce matin, à l'intérieur des murs chromés du bâtiment Ridgewell Dynamics au centre-ville de Denver, j'étais sur le point de me voir servir ma propre gomme sur un plateau d'argent. J'avais 34 ans. J'avais construit l'infrastructure dorsale de cette société de technologie financière alors que mon mari, Graham, s'entraînait encore à sa poignée de main devant un miroir. Mais en me regardant aujourd'hui, debout dans le coin de l'ascenseur alors que les portes s'ouvraient au rez-de-chaussée, vous ne verriez pas la femme qui possédait 30% des actions avec droit de vote. Vous verriez ce que le monde voulait voir, l'ombre silencieuse et solidaire derrière le PDG éblouissant. Sloan Carian est entré. Les portes n'étaient même pas complètement fermées que l'air dans le petit espace changeait déjà. Sloan avait 29 ans, venait d'arriver au département marketing et dégageait ce genre de confiance agressive qui masque généralement un manque profond de compétences. Elle portait une jupe qui était techniquement appropriée, mais ajustée avec une intention qui n'avait rien à voir avec la productivité. Elle tenait une tasse en papier vide du café d'en face, le manchon en carton taché de rouge à lèvres. Elle n'a pas appuyé sur le bouton de l'étage. Elle supposait que quelqu'un d'autre le ferait. Elle s'est tournée, m'a vu, et ses yeux se sont légèrement rétrécis, non pas par reconnaissance, mais par évaluation. Pour elle, je n'étais qu'un autre meuble de bureau. « Vous remontez, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. Ce n'était pas une question. Je l'ai regardée, gardant mon visage parfaitement neutre. Oui, en effet. Génial. Elle a tendu la tasse vide vers ma poitrine. Faites-moi une faveur. L'assistante doit connaître sa place, n'est-ce pas? Le barista en bas a raté ça. J'ai besoin qu'on me la remplisse. Chaud, moins de mousse cette fois. Et dites-leur que si c'est encore tiède, je parle au manager. J'ai fixé la tasse. Puis j'ai regardé sa main manucurée. Enfin, j'ai plongé mon regard dans le sien. Pendant une seconde, la climatisation a semblé s'arrêter de vrombir. Dans ma tête, j'aurais pu la licencier sur le champ. J'aurais pu sortir mon téléphone, appeler les RH et faire désactiver son badge de sécurité avant que nous n'atteignions le 4e étage. J'aurais pu lui dire que l'assistante après qui elle aboyait avait validé le budget qui payait sa chaise ergonomique, mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai pris la tasse. Bien sûr, ai-je dit, d'une voix fluide, exercée et terrifiante de calme. Moins de mousse. Merci, a-t-elle dit, se détournant déjà pour vérifier son reflet dans les portes en métal poli. La culture ici est tellement chaotique le matin. Je ne sais pas comment Graham s'en sort avec tout ce poids mort autour. Graham, pas Monsieur Whittaker, pas le PDG. Graham, la familiarité dans son ton n'était pas seulement non professionnelle. C'était possessif. C'était le son d'une femme qui avait vu l'homme derrière le costume, l'homme qui enlevait sa cravate et se plaignait de sa femme. J'ai senti un œuf froid et tranchant se serrer dans mon estomac. Je soupçonnais des choses depuis des mois. Les nuits tardives au bureau, les codes d'accès changés sur son téléphone, l'intérêt soudain pour le fitness, la façon dont il sentait une eau de Cologne légèrement plus fraîche que lorsqu'il avait quitté la maison, mais le soupçon est un fantôme. Entendre une coordinatrice marketing de 29 ans prononcer son prénom avec cette intonation spécifique, c'était un cadavre. L'ascenseur a sonné à l'étage de la direction, niveau 20. J'ai tenu la porte ouverte pour elle. J'ai joué le rôle. Après vous, ai-je murmuré. Vous êtes un amour, a-t-elle dit d'un ton méprisant, sortant comme sur un signal. Graham descendait le couloir vers nous. Il était impeccable, 38 ans, avec le genre de mâchoire en laquelle les investisseurs ont confiance et un sourire qui pourrait vendre du sable à un nomade du désert.
Il était le visage de Ridgewell Dynamics. Je n'étais que le cerveau. Et dernièrement, le cerveau avait été relégué au second plan pour que le visage paraisse plus puissant. Les relations publiques l'avaient suggéré. Laissez-le briller, disait-il. Le marché adore un patriarche fort. Alors je me suis effacé. Je les ai laissés m'appeler son soutien. Je les ai laissés penser que je prenais des notes parce que je le devais, pas parce que je documentais tout. Graham s'est arrêté quand il nous a vus. Ses yeux ont vacillé. Il a regardé Sloan, et pendant une fraction de seconde, son masque professionnel a glissé. C'était infime, presque microscopique, mais je l'ai vu. Ses pupilles se sont dilatées. Sa posture s'est assouplie. C'était un regard d'intimité, un regard de secret partagé. Puis il m'a regardé. La chaleur a disparu. Le masque s'est remis en place brutalement. Ivy, dit-il. Son ton était plat. La voix que l'on utilise pour un subordonné qui s'attarde trop longtemps. As-tu organisé le diaporama pour la réunion des partenaires de 10 heures? J'ai besoin des projections sur mon bureau dans 5 minutes. Il ne m'a pas embrassé pour me dire bonjour. Il n'a pas demandé comment s'était passé mon matin. Il n'a pas présenté sa femme à la nouvelle employée qui se tenait à 60 cm de là. Je m'en occupe, Graham, ai-je dit. Sloan a ri doucement. C'était un son destiné à partager une plaisanterie avec lui à mes dépens. Elle va juste me chercher un nouveau café. Graham, c'est dur de trouver de l'aide efficace qui reste concentrée, n'est-ce pas? J'ai attendu. J'ai attendu que mon mari depuis 8 ans la reprenne. J'ai attendu qu'il dise, Sloan, voici Ivy Chavez, la femme qui a écrit le code sur lequel cette entreprise est bâtie. J'ai attendu qu'il défende ma dignité. Graham a juste souri, un sourire complice et serré. Nous avons tous des rôles à jouer, a dit Graham, ses yeux s'attardant sur le visage de Sloan. Assure-toi simplement d'être dans la salle de conférence tôt, Sloan. Je veux revoir la logistique. J'ai déjà préparé la salle, a dit Sloan, rayonnante. Et j'ai réglé le thermostat à 22 degrés Celsius. Je sais que tu détestes quand il fait trop étouffant. Mon sang n'a fait qu'un tour. La préférence de température de bureau de Graham était une manie névrotique qu'il gardait privée. Il détestait la chaleur. Il affirmait que cela lui faisait perdre sa concentration. J'avais passé des années à gérer son environnement pour qu'il puisse être au sommet de sa forme. Qu'elle connaisse le chiffre exact de 22 degrés Celsius était un détail qui ne se trouvait pas dans un manuel de l'employé. C'était des confidences sur l'oreiller. C'était une connaissance acquise dans les moments de calme après que le bruit s'est arrêté. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la tasse de café vide sur son costume en laine italienne. Je vais chercher ce café, ai-je dit, faisant un pas en arrière dans l'ascenseur. Et ensuite j'apporterai les dossiers rapidement. Ivy, a dit Graham, me tournant déjà le dos pour marcher aux côtés de Sloan. Nous avons un emploi du temps. J'ai laissé les portes se fermer. Alors que la barrière métallique les dérobait à ma vue, je n'ai pas appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. J'ai appuyé sur le bouton de la salle des serveurs au 4e étage. Je n'avais pas besoin de café. J'avais besoin de clarté. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, mais d'une rage si froide qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Je me suis appuyé contre la paroi de l'ascenseur et j'ai fermé les yeux. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que mi silence était de la soumission. Il pensait que parce que je me tenais à l'arrière des photos, je ne contrôlais pas l'éclairage. Mais la véritable confirmation, le dernier clou dans le cercueil de mon mariage, n'avait pas été le commentaire sur la température. Ce n'avait pas été le regard. C'était un mot spécifique que Sloan avait utilisé juste avant que les portes ne se ferment. Un murmure que j'ai capté juste au moment où l'écart se réduisait. Elle s'est penchée vers lui et a chuchoté, « Ne t'inquiète pas, l'assistante ne s'en rendra pas compte. » L'assistante, c'était une insulte générique pour la plupart, mais pour moi, c'était une empreinte digitale. Il y a 3 jours, j'ai rédigé une note hautement confidentielle concernant une restructuration potentielle de notre personnel de soutien pour réduire les coûts avant la prochaine levée de fonds. J'avais intitulé le fichier « Le protocole de l'assistante », comme nom provisoire. Je l'avais envoyé à une seule personne, Graham. C'était sur son disque privé crypté. Personne d'autre dans l'entreprise ne savait que ce terme était utilisé pour le plan de licenciement. Pour que Sloan utilise ce mot dans ce contexte, cela signifiait qu'elle ne couchait pas seulement avec lui. Elle lisait ses emails.
Ou pire, il les lui montrait. Il la nourrissait de mon travail, de mes stratégies, et la laissait se moquer de moi avec la terminologie même que j'avais créée pour faire économiser de l'argent à son entreprise. J'ai ouvert les yeux. L'ascenseur a sonné au 4e étage. Je suis sorti, jetant la tasse vide dans le bac de recyclage à côté du bureau de sécurité. « Bonjour, Madame Chavez » a dit le chef de la sécurité informatique, en inclinant respectueusement la tête. Il savait qui signait les chèques. « Bonjour, Lewis » ai-je dit, souriant du sourire d'une femme qui n'avait rien à cacher. « J'ai besoin que vous fassiez un audit complet sur l'activité de connexion du PDG au cours des 30 derniers jours. »« Oui, madame. » »« Gardez cela hors des registres officiels. »« Je fais juste un test de résistance de sécurité. » Il a acquiescé. « Compris. » J'ai marché vers mon bureau temporaire, celui positionné à l'extérieur du bureau de Graham, celui qui me faisait ressembler à une secrétaire. Je me suis assise. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Graham et Sloan construisaient une scène pour leur petit drame. Ils voulaient un public. Ils voulaient m'humilier, m'évincer, prendre l'empire que j'avais bâti et réécrire les livres d'histoire avec Sloan comme nouvelle reine. Je les laisserai faire. Je la laisserai me donner des ordres. Je le laisserai m'écarter. Je deviendrai le miroir qui ne reflète que ce qu'ils veulent voir. Parce que le truc avec les miroirs, c'est qu'ils voient tout à l'envers. Et pendant qu'ils seraient occupés à se regarder, je serais derrière la vitre à observer, enregistrer et attendre le moment où la lumière frapperait juste comme il faut pour les briser. La demande de café était une erreur. M'appeler assistante était une erreur. Mais me laisser rester dans la pièce pendant qu'ils démantelaient ma vie, c'était l'erreur qui les a tués. J'ai ouvert le calendrier de la journée. J'ai vu le bloc de temps que Graham avait marqué comme stratégie client. Je l'ai recoupé avec le traceur GPS de la voiture de fonction qu'il pensait que j'avais oublié. Que le spectacle commence. J'étais prête à jouer mon rôle. Tout a commencé par une crise de relations publiques il y a 2 ans. Un scandale mineur impliquant des allégations de népotisme qui avaient effrayé nos investisseurs d'amorçage. Le conseil d'administration, dans son infinie sagesse, a décidé qu'avoir une équipe mari et femme à la barre semblait trop fermé, trop risqué pour la prochaine phase de croissance. Le consultant a suggéré une stratégie qu'ils ont appelée optimisation du pouvoir doux. En clair, cela signifiait que je devais disparaître. Ils ont conseillé que je me retire de la scène publique, que je conserve mon titre et mes parts, mais que je laisse Graham être le visage unique de Ridgewell Dynamics. Ils ont dit que cela rendrait l'entreprise plus stable. J'ai accepté parce que je voulais que l'entreprise survive. Graham a accepté parce qu'il voulait les projecteurs. Au fil du temps, l'acte temporaire est devenu notre réalité permanente. Je suis devenu le fantôme dans la machine. Graham n'a pas seulement accepté cette nouvelle dynamique. Il l'a inhalée. Il a commencé à traiter la mascarade comme la vérité. Cela a commencé par de petites choses. Il me tendait son manteau quand nous entrions dans une réunion, non pas comme un mari le tendant à sa femme, mais comme un cadre le tendant à un subordonné. Puis vint la prise de notes. Il s'arrêtait au milieu d'une session de stratégie, me regardait et disait « Ivy, note ça », même si c'était moi qui avais élaboré la stratégie pendant le trajet en voiture. Il n'était pas abusif de la manière dont les films dépeignent les mauvais maris. Il ne levait pas la main. Il élevait rarement la voix. Son arme de prédilection était bien plus insidieuse. Il utilisait l'effacement. Il me coupait l'accès au micro. Il parlait à ma place devant les développeurs juniors. Il m'a transformé en tampon pour son ego, une surface douce pour absorber les chocs de sa journée afin qu'il puisse rester impeccable. Je suis devenu un miroir. J'ai appris à rester très immobile et à ne refléter que ce qu'il voulait voir, une femme complaisante, organisée et silencieuse qui n'existait que pour faciliter son génie. Mais les miroirs voient tout. J'avais besoin de vérifier si je ne perdais pas la tête. J'ai donc appelé Mara Quinn. Mara était ma colocataire d'université et maintenant l'une des avocates en droit du travail et conformité les plus féroces de Denver. Nous nous sommes retrouvés dans un bar miteux à 3 pâtés de maison du bureau, un endroit au sol collant où Graham ne mettrait jamais les pieds parce qu'il ne servait pas d'eau gazeuse avec une rondelle de citron vert. « Tu vois ça de la mauvaise façon » a dit Mara, en décollant l'étiquette de sa bouteille de bière. « Tu regardes ça comme une épouse. Tu dois regarder ça comme une comptable judiciaire. » J'essaie, ai-je dit. Mais c'est mon mari, Mara. Une partie de moi veut encore croire que je suis paranoïaque.
La paranoïa n'est qu'un état de conscience accru, a répliqué Mara. S'il te traite comme une employée, alors audite-le comme un employé. Arrête de lui demander où il était hier soir. Vérifie les registres. Construis une carte. S'il te trompe, c'est une faute morale. S'il utilise les ressources de l'entreprise pour le faire, c'est un manquement fiduciaire. Tu peux divorcer d'un mari, Ivy, mais tu peux détruire un PDG pour motif valable. Elle avait raison. Je suis retourné au bureau et j'ai commencé à dessiner ma carte. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je suis resté dans mon bureau aux parois de verre, celui que tout le monde supposait n'être qu'une zone de réception surdimensionnée, et j'ai ouvert les veines numériques de l'entreprise. J'avais construit l'architecture des permissions pour Ridgewell, ce qui signifiait que j'avais une clé maîtresse dont même Graham ignorait l'existence. J'ai commencé par les rapports de notes de frais du dernier trimestre. Graham était prudent, mais il était arrogant. L'arrogance laisse toujours une trace. J'ai trouvé un débit récurrent pour un hôtel-boutique à Lodo, le genre avec un grand nombre de fils et discrétion garantie. Les dates des débits correspondaient parfaitement aux nuits où il m'avait dit qu'il faisait des nuits blanches pour le projet d'expansion en Asie 300 là. Des frais de service d'étage pour 2 à 23 heures. Champagne, huîtres. Les clichés étaient presque insultants. Ensuite, j'ai recoupé les dates avec les registres du parking. Chaque nuit facturée à l'hôtel, la voiture de Graham avait quitté le bâtiment à 19 heures, et 5 minutes plus tard, une autre voiture était sortie, une Audi rouge. Sloan Carian conduisait une Audi rouge. J'ai senti une fissure dans ma poitrine, une douleur physique qui menaçait de me plier en deux, mais je me suis forcé à respirer. J'ai refoulé l'émotion dans une boîte froide et dure au creux de mon estomac. Les larmes étaient inutiles. Les données étaient le pouvoir. Je suis passé au registre de communication. Je ne pouvais pas lire le contenu de leurs messages cryptés sans déclencher une alerte, mais je pouvais voir les métadonnées. Le volume de trafic entre l'appareil de Graham et celui de Sloan était stupéfiant, des centaines de messages par jour. La plupart étaient envoyés pendant les heures de travail alors que j'étais assise à 3 mètres de lui à organiser son emploi du temps. Il se moquait de moi en code binaire. Mais la véritable preuve irréfutable n'était pas l'affaire. C'était le processus d'embauche. Sloan avait rejoint l'entreprise il y a 3 mois en tant que coordinatrice marketing. C'était un rôle de niveau intermédiaire, généralement géré par le chef de département. J'ai extrait son dossier personnel. En surface, cela semblait standard: CV, lettre de motivation, référence, mais quelque chose dans les horodatage me dérangeait. J'ai fouillé dans l'historique des modifications de son fichier numérique. Le poste que Sloan occupait n'existait pas il y a 4 mois. Il a été créé de toutes pièces un mardi matin. 2 heures plus tard, son CV était téléchargé. Il n'y avait pas eu d'autres candidats interrogés, pas d'annonce LinkedIn, pas de sélection par un recruteur. Et puis je l'ai vu, la signature numérique sur l'approbation finale. Normalement, l'embauche à ce niveau nécessitait la signature du vice-président du marketing et du directeur des ressources humaines. Ces 2 étapes avaient été contournées. Un code de dérogation avait été utilisé pour forcer le dossier à travers le système. En sautant la chaîne d'approbation standard, le code de dérogation appartenait au compte du PDG. Graham n'avait pas seulement embauché une maîtresse, il avait créé un poste pour elle, payé par l'entreprise, en contournant tous les garde-fous que nous avions mis en place pour prévenir exactement ce genre de corruption. Il avait manipulé le budget de l'entreprise pour financer son terrain de jeu personnel. Il avait ajusté la grille salariale, la plaçant tout en haut de l'échelle, 20% plus haut que ses pairs ayant le double de son expérience. Je fixais l'écran. La lumière bleue se reflétait dans mes yeux, froide et fixe. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage brisé. C'était un vol. C'était une violation de ses devoirs envers les actionnaires. C'était un homme qui se croyait un roi autorisé à utiliser la trésorerie de l'entreprise comme sa bourse personnelle. Je me suis adossé à ma chaise. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des serveurs au bout du couloir. J'aurais pu rentrer chez moi à ce moment-là. J'aurais pu entrer dans notre chambre, lui jeter les rapports imprimés à la figure et hurler jusqu'à ce que ma gorge saigne. J'aurais pu exiger qu'il la renvoie. J'aurais pu demander le divorce. Mais cela aurait été jouer son jeu. Cela aurait été l'épouse émotive et hystérique réagissant à une trahison du cœur. Il retournerait la situation. Il me manipulerait. Il dirait au conseil d'administration que j'étais instable, jalouse, laissant des griefs personnels interférer avec les affaires.
Il protégerait sa réputation à tout prix, et il était assez charmant pour survivre à un divorce difficile. Non. J'ai fermé l'ordinateur portable. Graham aimait deux choses au monde, son reflet et son pouvoir. Si j'attaquais son mariage, il jouerait la victime. Mais si j'attaquais sa compétence, si je prouvais qu'il était un boulet, qu'il était négligent, qu'il volait, c'était une blessure qui ne guérirait pas. J'ai décidé sur le champ que je ne lui dirais pas un mot au petit déjeuner. Je ne pleurerais pas devant mon café. Je ne lui demanderais pas qui elle était. Je continuerais d'être l'assistante. Je planifierais ses réunions. Je lui verserais son eau. Je le laisserais penser qu'il s'en était tiré. Je le laisserais, lui et Sloan, construire leur tour de mensonge aussi haut qu'ils le voulaient. Je leur tendrais même les briques, car plus ils monteraient haut, plus la chute serait fatale. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un seul SMS à Mara, j'ai la carte. Le dossier d'embauche est sale. Il a contourné le VP. Nous n'allons pas au tribunal des affaires familiales, Mara. Nous allons au conseil d'administration. Je me suis levé et j'ai lissé ma jupe. J'ai marché vers l'ascenseur, cette même boîte métallique où Sloan m'avait tendu ses déchets ce matin-là. J'ai appuyé sur le bouton du hall. Demain, il y avait une réunion d'avancement de projet. Sloan serait là. Graham serait là. Et je serais là, assise dans un coin avec mon bloc-notes, invisible et dangereuse. J'en avais fini d'être sa femme. J'en avais fini d'être sa partenaire. J'étais la directrice de l'exploitation de Ridgewell Dynamics, et j'étais sur le point de mener l'évaluation de performance la plus impitoyable de ma carrière. La salle de conférence sentait le café rassis et le parfum coûteux. C'était la réunion hebdomadaire interservice, un rituel qui impliquait généralement 40 minutes de personnes justifiant leur salaire et 20 minutes de travail réel. Aujourd'hui, cependant, l'atmosphère était différente. Sloan Carian tenait salon en bout de table, debout juste à côté de la chaise vide habituellement réservée à Graham. Elle ne dirigeait pas la réunion, pas officiellement, mais son langage corporel hurlait qu'elle se croyait la personne la plus importante de la pièce. J'étais assise à l'autre bout de la table, mon ordinateur ouvert, le visage composé en un masque de politesse attentive. Pour tous les autres ici, les développeurs, les designers juniors, les responsables commerciaux, j'étais Ivy, la femme qui gérait les agendas, prenait les notes et s'assurait que le traiteur arrivait à l'heure. Ils avaient oublié, ou peut-être n'avaient-ils jamais su, que j'avais écrit le code original de la passerelle de paiement qu'ils étaient tous si fiers de vendre. Sloan était en plein monologue sur une activation marketing pour le trimestre à venir. Elle faisait de grands gestes, ses bracelets en or s'entrechoquant, un son qui commençait à m'irriter les nerfs comme une perceuse. Nous avons besoin d'une image de marque plus percutante, a déclaré Sloan, regardant autour de la pièce comme si elle dispensait sa sagesse à des enfants. Graham et moi en avons discuté ce week-end, et il convient que le langage visuel actuel est trop passif. Il manque d'agressivité. Quelques têtes se sont tournées. Graham et moi ce week-end. Elle avait lâché la phrase nonchalamment comme un mouchoir, attendant de voir qui le ramasserait. Puis ses yeux se sont posés sur moi. En parlant de passivité, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur doucereuse bien plus insultante que des cris. Ivy, ma chérie, as-tu filtré les emails de retour client que j'ai demandé? J'ai vérifié le dossier partagé ce matin et cela semblait être un désordre. Honnêtement, Graham a besoin d'un meilleur soutien que cela. Une assistante de longue date devrait savoir comment prioriser maintenant. Le silence devint glacial dans la pièce. Le développeur principal, un homme nommé Marcus qui était avec nous depuis l'époque du garage, regarda ses chaussures. Il savait qui j'étais. Il savait que j'étais une fondatrice, mais il savait aussi que Graham était le PDG, et il savait avec qui Graham couchait actuellement. L'instinct de survie lui cloua le bec. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai simplement levé les yeux de mon écran et offert un petit sourire d'excuse. Je m'excuse, Sloan, dis-je doucement. Je priorisais l'audit de conformité pour la réunion du conseil. Les emails seront triés d'ici midi. La conformité, c'est ennuyeux, Ivy, soupira Sloan en levant les yeux au ciel de manière dramatique. Ce qui compte, c'est le revenu. Graham est tellement fatigué que les gens se concentrent sur les mauvaises choses. Il m'a dit hier soir encore qu'il avait l'impression d'être le seul à faire bouger les choses. Mes doigts survolaient mon clavier. J'avais posé mon téléphone face contre table à côté de mon carnet. Avant que la réunion ne commence, j'avais ouvert l'application de mémo vocal.
Mara m'avait conseillé là-dessus. Le Colorado est un État où le consentement d'une seule partie suffit, m'avait-elle dit. Tant que tu fais partie de la conversation, enregistre-la. Laisse-la se pendre toute seule. J'ai tendu la main et tapé sur l'écran, m'assurant que l'enregistrement était actif. Il est soumis à beaucoup de pression, dis-je, la voix assurée, l'invitant à continuer. Cela doit être difficile pour lui de trouver quelqu'un qui comprenne sa vision. Sloan rayonna. Elle mordit immédiatement à l'hameçon. Elle s'éloigna du tableau blanc et s'appuya contre la table, croisant les bras. Elle me regarda avec pitié de la façon dont un vainqueur regarde un perdant qui ne sait pas que la partie est finie. Exactement, dit-elle. C'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Il a besoin d'une équipe agile. En fait, Graham a mentionné qu'il prévoyait de faire des changements importants bientôt. Il va remplacer quelques postes historiques pour faire de la place aux bonnes personnes. Vous savez, des gens qui ont vraiment un avenir ici. L'air dans la pièce devint lourd. Elle suggérait publiquement des licenciements, ciblant spécifiquement les employés de longue date. À côté de moi, Marcus se raidit. Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, mon esprit s'emballait. Elle discutait d'une stratégie exécutive confidentielle dans une réunion ouverte. C'était une violation d'au moins 3 politiques de non-divulgation. Ah bon, demandai-je d'un ton léger et innocent. Le PDG a-t-il discuté du budget spécifique des RH avec vous? Je pensais que le plan de restructuration était encore dans la phase de rédaction confidentielle. Sloan rit, un son bref et sec. Ivy, s'il te plaît. Les titres ne sont que des formalités. Graham accorde plus de valeur à mon opinion qu'aux rapports officiels. Il sait que je vois les choses clairement. Nous regardions l'organigramme dimanche matin, et disons simplement qu'il y a beaucoup de gras à dégraisser. Dimanche matin. J'étais seul au marché des producteurs dimanche matin parce que Graham avait dit qu'il avait une partie de golf avec un investisseur potentiel. C'est bien qu'il ait quelqu'un à qui parler, dis-je, la poussant doucement. D'habitude, il sépare le travail et la maison. Il a du mal à se détendre. Pas avec moi, dit Sloan, sa voix tombant dans un murmure confidentiel assez fort pour que toute la pièce l'entende. Il peut enfin respirer. Honnêtement, je ne sais pas comment il a pu vivre dans cette maison aussi longtemps. Il a dit que l'énergie est tellement stagnante. Et cette machine à expresso celle dans la cuisine? Il la déteste. Il dit qu'elle est trop compliquée et qu'elle donne au café un goût de brûlé. Nous utilisons simplement la presse française chez moi. C'est beaucoup plus simple. Je sentis une rage froide s'installer dans ma poitrine. J'avais acheté cette machine à expresso pour ses 35 ans. Elle avait coûté $4000. Il m'avait dit qu'il l'adorait. Il avait fait des cappuccinos avec pendant des années. Maintenant, il se moquait de notre foyer auprès de sa maîtresse pour qu'elle se sente supérieure. Mais je me moquais de la machine à café. Ce qui m'importait, c'était ce qu'elle allait dire ensuite. Le plus simple et le mieux, dis-je en approuvant. L'efficacité est la clé, surtout pour les dépenses. Nous avons essayé de réduire le budget de voyage ce trimestre. Sloan eut un sourire narquois. Elle pensait manifestement que je lui faisais la leçon sur des centimes alors qu'elle dépensait des dollars. Elle voulait prouver qu'elle savait comment l'argent circulait réellement. Le budget de voyage va très bien si on sait le gérer, dit-elle avec dédain. Graham et moi regardions les comptes. Il a dit que la carte d'entreprise principale est trop encombrée de petites charges. C'est pourquoi il utilise le compte de consultant secondaire pour les voyages importants, celui lié à la société holding. C'est beaucoup plus propre pour les séminaires stratégiques de haut niveau. Mon cœur s'arrêta. Il était là, le ticket d'or. J'avais vu une anomalie dans les rapports trimestriels, un poste pour des services de conseil externe qui semblait engloutir de l'argent dans le vide. Je m'en doutais, mais je n'avais aucune preuve que c'était utilisé pour des voyages personnels. Maintenant, Sloan venait de le confirmer devant 6 témoins et un appareil d'enregistrement. Elle venait d'admettre que le PDG utilisait un compte écran, probablement le cabinet de conseil créé par son ami Derek, pour détourner l'argent de l'entreprise vers leur liaison. C'était un détournement de fonds. C'était une fraude. Le silence dans la pièce était tel qu'on pouvait entendre le ronflement du ventilateur du projecteur. Les autres employés fixaient leurs ordinateurs, terrifiés. Ils savaient qu'ils entendaient des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Ils savaient que Sloan franchissait une ligne qui pourrait tous les faire renvoyer. Mais Sloan n'en avait aucune conscience.
Elle était ivre de sa proximité avec le pouvoir. Elle pensait établir sa dominance sur l'épouse, elle ne réalisait pas qu'elle remettait à l'épouse une arme chargée. Cela semble stratégique, dis-je, forçant ma voix à rester égale. Je ne savais pas que vous aviez accès aux données financières de la société holding. C'est une habilitation de très haut niveau. Sloan fit un geste de la main. Comme je l'ai dit, Ivy, Graham me fait confiance. Il m'a montré les relevés quand nous réservions la suite pour la conférence d'Aspen le mois prochain. Il veut que je sois là pour gérer le réseautage. Il dit que tu es trop introverti pour ce milieu. Aspen le mois prochain. J'ai vérifié mon calendrier mental. L'entreprise n'avait aucune conférence à Aspen le mois prochain. C'était un séjour de ski, des vacances personnelles payées avec l'argent volé aux actionnaires. J'ai regardé le téléphone face contre table. La petite lumière rouge sur l'écran devait clignoter, capturant chaque mot. J'en avais assez. J'avais l'hostilité. J'avais une violation de confidentialité. J'avais l'aveu d'un accès non autorisé à des données. Et j'avais la confession d'un détournement de fonds. Sloan me regardait toujours, s'attendant à ce que je m'effondre, s'attendant à ce que j'ai l'air blessé. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement, en le glissant dans ma poche. Merci, Sloan, dis-je. Ma voix n'était plus celle d'une assistante. Elle était froide, autoritaire et définitive. Vous avez été incroyablement utile aujourd'hui. Sloan cligna des yeux, confuse par mon changement soudain de comportement. Eh bien, il faut bien que quelqu'un prenne les choses en main ici. Oui, dis-je, en la regardant droit dans les yeux. En effet. Vous venez de m'aider à clarifier quelques points concernant les écarts budgétaires sur lesquels j'enquêtais. J'apprécie votre transparence. Sloan fronça les sourcils, une lueur de doute traversant enfin son visage. De quoi parlez-vous? Juste des détails administratifs, dis-je en me dirigeant vers la porte. Vous savez à quel point la conformité peut être ennuyeuse. Mais ne vous inquiétez pas pour les emails. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin maintenant. Je suis sorti de la salle de conférence sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Sloan pousser un ricanement d'incrédulité. Elle est tellement bizarre. Je ne sais pas pourquoi Graham la garde sur la liste de paix. J'ai marché dans le couloir, mes talons claquant en rythme sur le béton poli. Je suis allé directement à la salle des serveurs sécurisés. Je devais extraire les journaux du compte de consultant secondaire qu'elle avait mentionné. Maintenant que je savais exactement quoi chercher et exactement quel cabinet de conseil servait de façade, trouver la trace écrite me prendrait moins d'une heure. Sloan pensait remuer le couteau dans la plaie. Elle pensait gagner. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer sa propre lettre de licenciement. Et Graham? Graham venait de perdre tout déni plausible. J'ai composé le numéro de Mara en marchant. Je l'ai, dis-je dès qu'elle décrocha. Tu as quoi? Demanda Mara. Tout, dis-je. Il utilise une société écran pour sa liaison. Elle l'a admis. Elle a admis avoir vu les relevés. Elle a admis qu'il lui avait montré les comptes. Et j'ai tout enregistré. Magnifique, dit Mara. Ne rentre pas chez toi ce soir, Ivy. Va à l'hôtel. Nous avons du travail. Je ne vais nulle part, dis-je, en poussant la porte du centre informatique. Je vais les coincer. Je ne traque plus une liaison, Mara. Je traque un crime fédéral. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Au lieu de cela, je me suis assise dans le silence climatisé de la salle des serveurs au 4e étage, enveloppée dans un châle en cachemire que je gardais dans mon bureau pour les nuits tardives. Le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement était le seul son, un bruit blanc qui aidait à aiguiser ma concentration. Je n'étais plus une épouse cherchant des traces de rouge à lèvres sur un col. J'étais une opératrice cherchant des anomalies dans un ensemble de données. La plupart des gens voient les liaisons comme des trahisons émotionnelles désordonnées et chaotiques. Mais dans un environnement d'entreprise, une liaison est une série d'empreintes logistiques. C'est une piste de données. Elle crée des modèles dans les passages de badges, les modifications de calendrier et les autorisations de cartes de crédit. Et contrairement à la mémoire humaine, les journaux des serveurs ne mentaient jamais. J'ai commencé par les journaux d'accès par badge du garage sécurisé. J'ai recoupé les heures de sortie de Graham avec celles de Sloan au cours des 3 derniers mois. Le modèle était d'une simplicité presque insultante. Chaque mardi et jeudi,
la voiture de Graham quittait le bâtiment à 18h15, celle de Sloan sortait à 18h20. 5 minutes, c'était exactement le temps nécessaire pour conduire du parking des employés au coin où se terminait l'angle mort des caméras de sécurité. Il faisait convoi. Ensuite, j'ai ouvert les archives du calendrier. J'avais un accès administrateur, ce qui me permettait de voir non seulement le calendrier actuel mais aussi l'historique des modifications. J'ai regardé le fantôme numérique de mon mari effacer des réunions. Je l'ai vu supprimer un dîner légitime avec un investisseur potentiel du planning il y a 2 semaines et le remplacer par un bloc intitulé « Session de stratégie privée ». J'ai recoupé cette date avec le relevé de carte de crédit d'entreprise. Il n'y avait aucun frais pour une salle de réunion ou un consultant. Il y avait, par contre, un débit de $450 dans un bistrot français à Cherry Creek, suivi d'une transaction dans un hôtel-boutique de luxe dont je savais pertinemment qu'il ne proposait pas de tarif d'entreprise. Je construisais une chronologie. J'ai ouvert un tableur et commencé à remplir les lignes, date, heure, lieu, dépenses, justification, écart. J'ai appelé Mara sur une ligne sécurisée. Il était presque minuit, mais elle a répondu à la première sonnerie. « Dis-moi que tu n'es pas en train de boire du vin en regardant de vieilles photos de mariage, dit Mara. » Sa voix était tranchante, professionnelle, la voix d'une avocate qui facture $600 de l'heure. « Je bois du café noir, dis-je. Et je regarde un tableur. J'ai 19 cas de voyage qui se chevauchent rien qu'au dernier trimestre. Mais Mara, il n'y a pas que les voyages, il y a aussi le travail produit. Que veux-tu dire? J'ai regardé dans le dossier utilisateur de Sloan, dis-je, mes doigts volants sur le clavier. Elle est pressentie pour une promotion au poste de directrice de la stratégie de marque le mois prochain. Graham a mis son nom dans le groupe de promotion accélérée. Elle a 29 ans et elle est là depuis un trimestre fiscal, dit Mara d'un ton sec. C'est un procès qui n'attend que d'arriver. C'est pire, dis-je. J'ai trouvé le support de présentation qu'elle prévoit d'utiliser pour justifier sa promotion. Il est intitulé et pérennisé Reed Joel. J'ai ouvert les propriétés du fichier. L'auteur original, c'est moi. J'ai fixé l'écran. C'était un document stratégique que j'avais écrit il y a 2 ans, un plan complet pour faire évoluer notre base d'utilisateurs que nous avions mis de côté en raison de contraintes budgétaires. Sloan ou Graham avait pris mon fichier, changé le modèle pour les nouvelles couleurs de l'entreprise, a posé son nom sur la diapositive de titre, et elle le présentait comme sa propre idée géniale. Elle vole ma propriété intellectuelle pour me voler mon travail. J'ai dit, la réalisation s'installant dans mes entrailles comme du plomb. Elle ne le veut pas seulement lui. Elle veut être moi. Elle veut le titre, le bureau, le respect. Elle pense que si elle présente mes idées, le conseil d'administration la verra comme une visionnaire. C'est votre preuve irréfutable pour le licenciement, a dit Mara. Plagiat de données internes confidentielles. Mais nous avons besoin de plus pour coincer Graham. Nous devons prouver qu'il facilite la chose. Nous avons besoin d'un lien direct qui montre qu'il compromet l'entreprise pour l'aider. Je regarde ces règles de messagerie en ce moment même. J'ai dit que j'avais hésité à faire cela. Lire ces courriels me semblait être une violation de la vie privée que j'avais respectée pendant 8 ans, mais il avait violé nos vœux et le devoir fiduciaire envers l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Les gants étaient tombés. Je n'ai pas regardé sa boîte de réception, cela aurait pris trop de temps. J'ai regardé les règles d'arrière-plan, les commandes de transfert automatique que les utilisateurs configurent pour gérer le flux de travail. La plupart des gens oubliaient qu'elles étaient là. Il y avait une règle qui sortait du lot. Elle était configurée pour transférer automatiquement tout courriel contenant les mots-clés, rapport financier, présentation du conseil ou mise à jour pour les investisseurs. J'ai trouvé une fuite, ai-je dit, le cœur tambourinant contre mes côtes. Il transfère automatiquement des données financières sensibles, mais cela ne va pas à Sloan. À qui cela va-t-il? A demandé Mara. J'ai fixé l'adresse électronique, des.vos@dvstrategy.net. Le nom a déclenché un souvenir d'il y a une décennie. Une photo de fête de fraternité que Graham gardait dans une boîte à chaussures. Une liste d'invités de mariage datant d'avant notre union. Derek Voss, ai-je chuchoté. Qui est Derek Voss? C'est l'ancien colocataire d'université de Graham, ai-je dit. C'était un spéculateur raté. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances dans l'Ohio. J'ai rapidement ouvert un nouvel onglet et recherché DV Stratégie. Le site web était un modèle à peine rempli.
Il prétendait être un cabinet de conseil de niche spécialisé dans l'optimisation exécutive et la gestion d'actifs de haut niveau. Le domaine avait été enregistré il y a 6 mois. Je suis retourné au rapport de dépenses. J'ai filtré pour conseil. C'était là. Chaque mois depuis 6 mois, Ridgewell Dynamics avait payé à DV Stratégie des honoraires de 15 000 $. Mara, ai-je dit, la voix tremblante devant l'ampleur de ce que j'avais trouvé. C'est un système de pot de vin. Graham a monté une société écran avec son ami. Il paie Derek 15 000 $ par mois pour des services de conseil qui n'existent pas. Et regarde les frais de déplacement. Les voyages d'affaires où Graham et Sloan disparaissent, ils sont facturés sur ce code de projet. Ce n'est pas seulement une liaison, a dit Mara, et je pouvais entendre le son de ses doigts tapant furieusement en arrière-plan. C'est un détournement de fonds. C'est une conspiration pour frauder les actionnaires. S'il envoie des rapports financiers à un tiers non autorisé comme Derek, il enfreint chaque clause de confidentialité de son contrat. C'est de la prison ferme, Ivy. Je me suis adossé à ma chaise. Les pièces s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Sloan pensait qu'elle était le centre de son univers. Elle pensait qu'il l'emmenait dans des voyages luxueux parce qu'il l'aimait. Elle ne réalisait pas qu'elle n'était qu'un avantage accessoire de l'escroquerie. Graham ne trompait pas seulement sa femme, il pillait l'entreprise. Il siphonnait de l'argent, probablement pour le planquer dans un compte offshore que Derek gérait, se préparant pour le jour où il me quitterait ou pour le jour où l'entreprise coulerait. Il était prêt à brûler tout ce que nous avions construit, les emplois de 300 employés, la confiance de nos investisseurs, le travail de toute notre vie juste pour financer son ego et ses vices. Il nous vole, ai-je dit. Il vole les ingénieurs qui travaillent tard. Il vole les investisseurs qui nous ont fait confiance. Ivy, écoute-moi, a dit Mara d'une voix intense. Tu ne peux pas encore l'affronter. Si tu lui dis que tu sais, il va déchiqueter les documents. Il va effacer les serveurs. Il va appeler Derek et lui dire de dissoudre la société écran. Tu as besoin de copies papier. Tu as besoin de registres certifiés. Tu as besoin des relevés bancaires du côté de Derek si tu peux les obtenir. Mais les registres de transferts internes sont suffisants pour entamer une enquête. Je sais, ai-je dit. J'ai regardé l'écran. La lumière bleue inondait mon visage, froide et implacable. Je ne vais pas dire un mot. Je vais le laisser penser que je suis l'assistante stupide qui filtre ses spams. J'ai imprimé les registres, tous, les passages de badge, les modifications de calendrier, les règles de transfert de courriel, les paiements à DV Stratégie. Je les ai imprimés sur l'imprimante sécurisée de la salle des serveurs, celle qui ne gardait pas d'historique numérique de ce qui était mis en file d'attente. J'ai tenu la pile de papier chaud dans mes mains. C'était lourd. Cela pesait plus que mon album de mariage. Ce n'était plus un litige domestique. C'était une exécution d'entreprise. Sloan n'était qu'un pion, une distraction qu'il utilisait pour se sentir puissant pendant qu'il vidait les comptes. Elle était agaçante, certes, mais Graham était le cancer. J'ai mis les papiers dans une enveloppe Kraft ordinaire et je les scellés. J'ai les preuves, ai-je dit à Mara. Je vais les enfermer dans le coffre-fort de la banque demain matin, puis je vais appeler les auditeurs externes. Bien, a dit Mara. Dors un peu, Ivy. Tu as une grande performance à donner demain. Je ne suis pas fatigué, ai-je dit. Et je ne l'étais pas. Je me sentais énergisé. Je ressentais la clarté froide et dure d'un chirurgien se préparant à retirer une tumeur. Je suis sorti de la salle des serveurs et j'ai descendu le couloir sombre jusqu'à la suite de la direction. Je me suis tenu sur le pas de la porte du bureau de Graham. J'ai regardé son bureau, le fauteuil en cuir, les photos de nous sur l'étagère qu'il utilisait pour convaincre les gens qu'il était un homme de famille. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Il pensait pouvoir me remplacer par une version plus jeune et plus bruyante et que je m'effacerais simplement. Il avait oublié que c'était moi qui avais construit les fondations sur lesquelles il se tenait. Et il avait oublié que si l'on retire la bonne brique, toute la maison s'écroule. J'ai éteint les lumières et je me suis dirigé vers l'ascenseur. La chasse était terminée. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'ils y tombent. Ils avaient écrit une tragédie pour moi. Dans leur version de l'histoire, j'étais la femme délaissée et éplorée qui divorcerait discrètement,
recevraient un règlement modeste et seraient renvoyés pour reconstruire une vie plus petite pendant qu'ils porteraient un toast à leur succès avec du champagne acheté avec la carte de crédit de mon entreprise. Ils s'attendaient à des larmes. Ils s'attendaient à des supplications. Ils s'attendaient à ce que je demande pourquoi elle. Mais j'avais fini de poser des questions. J'étais maintenant dans l'activité de fournir des réponses que personne ne voulait entendre. La transformation de femme en procureur est silencieuse. Elle ne se produit pas avec un cri. Elle se produit avec le clic d'une souris et le grattement d'une plume. Pendant que Graham et son copain d'université Derek Voss étaient occupés à comploter pour m'évincer de l'entreprise que j'avais bâtie, j'étais occupé à construire la trappe sur laquelle ils se tenaient. C'était un mardi après-midi, généralement un moment calme pour l'aile de la direction. J'étais à mon bureau, celui qu'ils avaient positionné à l'extérieur du bureau de Graham comme un poste de gardien, organisant les dossiers pour l'audit trimestriel à venir. La porte de Graham était entr'ouverte. Il faisait cela souvent ces derniers temps, il voulait que je l'entende prendre de grandes décisions. Il voulait me rappeler qui commandait. Il était au téléphone, et il l'avait mis sur haut-parleur. Il faisait les 100 pas, sa voix résonnant avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais affronté une conséquence dont il ne pouvait se sortir par le charme. Elle devient un goulot d'étranglement, Derek, a dit Graham. Ivy examine chaque ligne de dépense comme un comptable judiciaire. C'est agaçant. J'ai besoin que ce capital soit libéré pour l'expansion marketing d'ici vendredi. Je me suis figé. Mes mains planaient au-dessus de mon clavier. L'expansion marketing était le nom de code pour les paiements à la société écran. La voix de Derek a grésillé dans le haut-parleur, minuscule mais distincte. Alors écarte-la, Graham. Tu es le PDG. Change simplement le seuil d'approbation. Fais en sorte que tout ce qui est inférieur à 50 000 $ n'ait pas besoin d'un contreseing de la directrice de l'exploitation. Tu peux la contourner entièrement. J'ai essayé cela le mois dernier, a dit Graham d'un ton péremptoire. Elle a cité les statuts. Elle est obsédée par le protocole. Alors change le protocole. Derek a ri. C'était un son gras et laid. Rédige un nouveau mémo opérationnel. Dis-lui que c'est pour l'efficacité. Dis-lui que le conseil d'administration veut une exécution plus rapide. Une fois qu'elle aura signé le nouveau processus, tu auras carte blanche. Nous pourrons déplacer les fonds, conclure l'affaire pour le nouveau condo et l'avoir sorti de la structure de gouvernance avant le début du nouveau trimestre. Tu penses qu'elle va y croire ? A demandé Graham. Elle te fait confiance, mon vieux, a dit Derek. Elle n'est plus que l'assistante à ce stade. Elle fait ce qu'on lui dit. Fais-lui signer la mise à jour de la délégation et nous sommes libres. Nous pourrons finaliser l'accord de séparation après avoir sécurisé le cycle de financement. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'anticipation. J'ai discrètement pris mon téléphone, qui enregistrait déjà. J'ai capturé les 30 dernières secondes de la conversation. Elle n'est plus que l'assistante. Fais-lui signer. Finalise la séparation. Il ne prévoyait pas seulement de voler de l'argent. Il prévoyait un coup d'État. Il voulait me dépouiller de mes droits de vote et de mon pouvoir exécutif pour pouvoir piller l'entreprise sans interférence. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai sauvegardé le fichier dans 3 emplacements cloud sécurisés différents. Excellente idée, Derek, a dit Graham. Je m'en occupe. Je lui dirai que ce n'est que de l'intendance. Bien, a dit Derek. Appelle-moi quand le virement aura été effectué. Graham a raccroché. Je suis resté assise là un moment, fixant la porte fermée de mon bureau. Il voulait un nouveau mémo opérationnel. Il voulait un document qui change la chaîne d'approbation. Je pouvais leur donner cela. J'ai ouvert un document vierge sur mon écran. J'ai commencé à taper, mais je n'ai pas tapé ce qu'il voulait. J'ai tapé ce dont j'avais besoin. J'ai rédigé un document intitulé Restructuration de l'autorité exécutive et de la responsabilité. Pour un œil non averti, cela ressemblait à une pièce bureaucratique ennuyeuse et dense. C'était rempli de jargon sur les flux de travail agile et la prise de décision accélérée. Mais dissimulé dans les clauses, écrites dans un anglais simple mais juridiquement contraignant, se trouvaient 2 admissions critiques. Premièrement, le document stipulait que le PDG assumait la responsabilité unique et exclusive de tous les paiements aux fournisseurs effectués à des entités de conseil externes au cours des 6 derniers mois, les approuvant rétroactivement comme des dépenses exécutives discrétionnaires.
Deuxièmement, et c'était là le coup de grâce, il stipulait que la directrice de l'exploitation avait reçu l'instruction explicite du PDG de contourner les vérifications diligentes standards sur ses fournisseurs spécifiques en raison d'une confidentialité stratégique sensible. Si Graham signait cela, il ne prenait pas seulement le contrôle. Il prenait la responsabilité de la chute. Il admettait par écrit que les paiements à la société écran de Derek étaient son idée, son commandement et sa seule responsabilité. Il m'exonérait de toute négligence et s'incriminait pour fraude. Il signait une confession attestant qu'il m'avait ordonné de fermer les yeux. J'ai imprimé le document. Il faisait 5 pages. Je l'ai agrafé. J'ai attendu 10 minutes pour laisser mon rythme cardiaque ralentir. Puis je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et j'ai frappé à sa porte. « Entrez !» a crié Graham. Je suis entré. Il était assis, les pieds sur le bureau, envoyant des textos. Il a levé les yeux vers moi avec ce mélange familier d'ennui et d'agacement. « Qu'est-ce qu'il y a, Ivy ? J'ai un appel avec les investisseurs dans 20 minutes. »« Je sais », ai-je dit d'une voix douce et déférente. « C'est pourquoi je voulais vous apporter ceci maintenant. J'examinais les goulots d'étranglement dont vous parliez plus tôt. Vous aviez raison. J'ai été trop lente avec les approbations. » Les sourcils de Graham se sont haussés. Il a posé son téléphone. « Ah, tu l'admets ? » ?»« Oui, » ai-je dit en m'approchant du bureau. « Je ne veux pas freiner l'entreprise, Graham. J'ai rédigé cette mise à jour de procédure. Elle me retire effectivement de la chaîne d'approbation pour tous les paiements aux fournisseurs de moins de $50 000. Cela vous donne une pleine autonomie pour agir plus vite. » J'ai placé le document devant lui. Graham a regardé la page de couverture. Il a vu les mots prise de décision accélérée. Il a souri. C'était le sourire d'un prédateur qui pense que la proie vient de marcher dans sa gueule. « Eh bien, » a-t-il dit en bombant le torse. « Je suis content que tu entendes enfin raison, Ivy. Il était temps que nous coupions la bureaucratie. » Il a pris un stylo. Il est passé à la dernière page, cherchant la ligne de signature. Il n'a pas lu le texte. Il n'a pas vérifié les clauses. Il était si arrogant, si convaincu de sa propre supériorité et de ma stupidité, qu'il ne pouvait imaginer que j'oserais être plus fine que lui. Il pensait que je capitulais. « Signez juste ici », ai-je dit en désignant la ligne. « Et initialisez le bas de chaque page pour que ce soit officiel pour les registres de conformité. »« Bien, bien », a-t-il marmonné. Il a griffonné sa signature avec emphase, Graham Whittaker. Puis il a feuilleté les pages, apposant négligemment ses initiales dans les coins, GW, GW, GW. À chaque trait de plume, il resserrait le nœud coulant autour de son propre cou. Il m'a relancé le document. Voilà, c'est fait. Maintenant, classe-le et va me chercher un café. Je dois préparer la réunion générale. Et Ivy ? Oui, Graham ? Assure-toi que Sloan est une place réservée au premier rang demain. Elle a travaillé dur sur le message de la marque. Elle mérite cette reconnaissance. J'ai ramassé le document. Je l'ai tenu contre ma poitrine comme un bouclier. Bien sûr, ai-je dit. Je m'assurerai que tout le monde reçoive exactement ce qu'il mérite demain. Je suis sorti de son bureau. Dès que j'ai été hors de vue, je suis allé directement au scanner juridique. J'ai numérisé le document et l'ai envoyé par courriel directement à Mara et au cabinet d'audit externe que nous avions engagé. Le piège était tendu. La réunion générale était prévue pour 10 heures le lendemain matin. C'était censé être le tour d'honneur de Graham. Il prévoyait d'annoncer les nouveaux objectifs de financement et de présenter l'équipe restructurée. Il prévoyait de mettre en avant Sloan comme le nouveau visage du marketing. Il n'avait aucune idée que j'avais invité des convives. J'ai appelé Mara. Il a signé, ai-je dit. Il a signé le transfert de responsabilité. Il a tout avoué. Tu plaisantes, a dit Mara. Il ne l'a pas lu ? Il n'a pas lu un seul mot. Il était trop occupé à me demander de lui chercher un café. Mara a ri, un son aigu et ravi. Les hommes comme lui ne pensent jamais que les meubles vont finir par mordre. Écoute-moi, Ivy. Demain, c'est le coup de grâce. Nous ne faisons pas cela dans une réunion privée. Nous ne faisons pas cela par courriel. Je sais, ai-je dit. Nous le faisons à la lumière. Exactement, a répondu Mara. Il pense qu'il va présenter sa maîtresse. Au lieu de cela,
il va présenter son bourreau. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé par la fenêtre la silhouette de Denver. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ville. Pendant des années, j'avais eu peur du noir. J'avais eu peur de le perdre, peur d'être seul, peur du silence. Mais maintenant, je réalisais que l'obscurité était l'endroit où je travaillais le mieux. Graham avait passé des mois à me manipuler psychologiquement, à me faire douter de ma propre réalité. Il avait essayé de me faire sentir petite, mais il avait oublié une loi fondamentale de la physique, la pression ne fait pas qu'écraser les choses. La pression crée des diamants, et les diamants sont la substance la plus dure sur Terre. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le calendrier pour la réunion générale. J'ai ajouté un nouveau point à l'ordre du jour tout à la fin de la liste. Je l'ai étiqueté simplement « Mise à jour sur la conformité et la gouvernance ». J'ai désigné l'intervenante, Ivy Chavez, directrice de l'exploitation. J'ai regardé l'écran une dernière fois. « Profite bien de ta fête, Graham », ai-je chuchoté. « Ce sera ta dernière. » L'atrium de Ridgewell Dynamics avait été transformé. Habituellement, cet espace ouvert était un lieu de passage pour les ingénieurs pressés d'aller chercher de la caféine ou les équipes de vente faisant les 100 pas au téléphone. Mais aujourd'hui, c'était un théâtre. Des rangées de chaises avaient été disposées en demi-cercle face à une estrade où se trouvait un unique pupitre, baigné par la lueur d'un projecteur que Graham avait spécifiquement demandé. Il disait toujours que l'éclairage représentait 90% du leadership. Si vous aviez l'air d'un dieu, les gens oublieraient de vérifier si vous étiez réellement humain. Je me tenais près de l'entrée latérale, tenant une pile de documents que je n'avais pas l'intention de distribuer. De ce point de vue, je pouvais voir tout l'écosystème de l'entreprise que j'avais bâti. Je voyais les développeurs, fatigués et cyniques, regroupés à l'arrière. Je voyais l'équipe commerciale au milieu, bruyante et anxieuse. Et au premier rang, réservé à la haute direction, je voyais Sloan Carian. Elle était impossible à manquer. Elle portait une robe que j'ai reconnue immédiatement. C'était une robe fourreau structurée cramoisie d'une collection de designers sortie il y a seulement 2 semaines. Elle coûtait $3,500. Je connaissais le prix parce que j'avais vu la dépense sur le grand livre du compte de DV Stratégie hier encore, catégorisé comme matériel de marque. Elle était assise les jambes croisées, la posture royale, se comportant comme si elle était la première dame de Ridgewell Dynamics, attendant que son mari prête serment. Elle n'était pas assise avec l'équipe marketing. Elle occupait le siège habituellement réservé au directeur financier, qui était ostensiblement absent à cause d'une grippe soudaine que je soupçonnais Graham d'avoir encouragée pour qu'il ne pose pas de questions difficiles sur les chiffres. Graham a bondi sur scène. Les applaudissements étaient polis, portés principalement par les cadres qui avaient besoin que leur bonus soit approuvé. Il avait l'air dynamique. Il portait un costume bleu marine qui lui allait parfaitement, ses cheveux coiffés pour paraître naturellement ébouriffés. Il a saisi le micro à 2 mains, se penchant vers lui comme une star de rock. « Bienvenue à tous », acclamait Graham, sa voix résonnant sur les parois de verre. « Merci d'être réunis ici aujourd'hui. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère pour Ridgewell. » Il a lancé son discours. C'était un bon discours. Il aurait dû l'être, j'en avais écrit l'essentiel il y a 3 ans pour notre cycle de financement de série B. Il avait juste actualisé les mots à la mode. Il a parlé de synergie, de croissance perturbatrice et d'expansion agressive. Il s'est attribué le mérite des mises à jour de stabilité de l'infrastructure que j'avais codée pendant des nuits blanches. Il s'est attribué le mérite des partenariats stratégiques que j'avais négociés pendant qu'il jouait au golf. Je l'observais, ressentant un étrange sentiment de détachement. C'était comme regarder une vidéo préenregistrée. Je connaissais chaque geste qu'il allait faire. Je savais exactement quand il ferait une pause pour l'effet. Rien de tout cela ne serait possible sans une base solide, a dit Graham, ses yeux parcourant la salle. Pendant un court instant, les employés ont bougé, s'attendant à ce qu'ils reconnaissent la direction technique. Au lieu de cela, Graham a eu un sourire protecteur et pincé, et a pointé du doigt l'endroit où je me tenais dans l'ombre. Et je veux saluer tout particulièrement les héros de l'ombre, a-t-il dit, Ivy et le reste de l'équipe de soutien administratif. Tenir les calendriers à jour et s'assurer que le café est frais, c'est ce qui permet aux visionnaires comme Sloan et moi-même de faire le vrai travail de fond. Il a fait un geste vers moi. Une vague de rire mal à l'aise a parcouru la salle. Les anciens employés, ceux qui savaient que j'étais cofondatrice, ont baissé les yeux vers leurs genoux, embarrassés. Les nouvelles recrues,
qui ne connaissait que le récit que Graham avait inventé, on rit poliment. Il venait de me rétrograder publiquement au rang de secrétaire devant 300 personnes. Il venait d'effacer une décennie de ma propriété intellectuelle en une seule phrase. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai offert un petit signe de tête aimable, le genre qu'une belle servante adresse à un maître bienveillant. Sloan s'est retournée sur son siège. Elle a croisé mon regard. Elle a eu un petit sourire narquois, une expression de triomphe qu'elle ne pouvait réprimer. Elle m'a fait signe de m'approcher. J'ai marché jusqu'au bout du premier rang, m'accroupissant légèrement pour ne pas bloquer la vue de la scène. Super discours jusqu'ici, n'est-ce pas? A chuchoté Sloan, la voix chargée d'arrogance. Il est très charismatique, ai-je chuchoté en retour. Écoute, a-t-elle dit en se penchant. Son parfum, une odeur florale lourde qui me donnait mal à la tête, m'a envahi. Quand il arrivera à la section des questions-réponses, j'ai besoin que tu distribues les organigrammes mis à jour. Mais pas tout de suite. En fait, avant de faire ça, peux-tu courir à la salle de pause? Mon latte est froid. J'en veux un frais. Plus chaud cette fois. Tu veux un café maintenant? Ai-je demandé, d'une voix atone. Oui, a-t-elle sifflé, vérifiant ses ongles. Et assure-toi d'essuyer la tasse. Je ne veux pas de traces de rouge à lèvres dessus quand je monterai le rejoindre plus tard. Bien sûr, ai-je dit. Je vais m'occuper de tout. Je me suis levé, mais je ne suis pas allé à la salle de pause. Je suis retourné dans l'ombre de l'allée latérale. Graham arrivait à son crescendo. Nous sommes agiles. Nous avons faim. Et c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui un plan de restructuration complet qui alignera nos talents sur nos objectifs futurs. Il était sur le point d'annoncer les licenciements. Il était sur le point d'annoncer mon retrait de la chaîne de direction. Il était sur le point de donner à Sloan le titre qu'elle avait volé. Mais Graham avait commis une erreur critique dans son repérage des lieux. Il n'avait regardé que le premier rang. Il n'avait pas regardé le dernier rang. J'ai tourné mon regard vers le fond de l'atrium. Assis à la dernière rangée de chaises, complètement silencieux, se trouvaient 4 personnes qui ne travaillaient pas pour Ridgewell Dynamics. À l'extrême gauche se trouvait Monsieur Henderson, le représentant principal de la firme de capital risque qui détenait 40% de notre dette. C'était un homme qui ne souriait jamais, et en ce moment, il ressemblait à un nuage d'orage. À côté de lui se trouvaient 2 auditeurs judiciaires d'un cabinet de premier plan, portant des costumes gris et tenant d'épais classeurs. Je les avais laissés entrer dans le bâtiment 1 heure plus tôt en utilisant mon accès de sécurité prioritaire. Et à côté d'eux était assise Mara Quinn. Mara avait l'air détendue. Elle avait les jambes croisées et enlevé une peluche de son blazer. Elle a capté mon regard à travers la salle comble et m'a adressé un signe de tête presque imperceptible. C'était le signal. La scène était prête. Les acteurs étaient en position. Les preuves étaient dans les classeurs. Graham a cliqué sur la télécommande dans sa main. La diapositive sur l'écran géant derrière lui a changé pour afficher « Phase 2, évolution du leadership ». Pour mener cette entreprise vers l'avenir, a dit Graham en gonflant le torse, nous avons besoin de leaders qui n'ont pas peur de briser les règles. Nous avons besoin de sang neuf. C'est pourquoi j'ai pris des décisions difficiles concernant la gestion opérationnelle de Ridgewell. Il a pris une inspiration, se préparant à prononcer mon nom, se préparant à m'évincer publiquement. Je ne l'ai pas laissé finir. Je suis sorti de l'ombre. Je n'ai pas marché vers la machine à café. J'ai marché vers la scène. Mes talons claquaient sur le sol dur, clic, clic, clic. Le son était rythmé et sec, tranchant le silence de la pièce. Graham m'a vu venir. Il a froncé les sourcils, confus. Ce n'était pas au programme. J'étais censé aller chercher du café. J'étais censé être invisible. Ivy, a-t-il dit dans le micro, sa voix amplifiée et teintée d'agacement. Pas maintenant. Nous sommes en pleine présentation. Je l'ai ignoré. J'ai atteint les marches sur le côté de la scène. Sloan s'est levé au premier rang. Ivy. A-t-elle chuchoté bruyamment, essayant de me faire signe de redescendre. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. J'ai monté les 3 marches. J'ai traversé la scène. Je me suis tenu à côté de mon mari. Graham a couvert le micro avec sa main. Qu'est-ce que tu fous? A-t-il sifflé, les yeux écarquillés par la panique. Sors de cette scène.
Tu es en train de te ridiculiser. Vraiment? Ai-je demandé calmement. J'ai tendu la main et j'ai pris le micro de sa main. Il était si choqué par mon audace qu'il l'a lâché sans résister. Je me suis tourné vers la salle. 300 visages me fixaient. Ils avaient l'air confus. Ils avaient l'air terrifiés. Ils sentaient la tension, le changement soudain de pression atmosphérique. J'ai regardé Sloan au premier rang. Sa bouche était ouverte. Elle regardait alternativement Graham et moi, attendant qu'il règle la situation. J'ai regardé le dernier rang. Monsieur Henderson a croisé les bras. Les auditeurs ont ouvert leur classeur. Bonjour à tous, ai-je dit. Ma voix était assurée, claire et projetée dans chaque recoin de l'atrium. Je m'excuse pour l'interruption. Mais avant de discuter de la restructuration de l'entreprise, il y a un petit point administratif que nous devons clarifier. Graham a essayé de reprendre le micro. Ivy, arrête ça. Nous en parlerons à la maison. Je l'ai esquivé. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la foule. Le PDG parle souvent de transparence, ai-je dit. Il parle de vision. Mais une vision exige de la clarté. Et malheureusement, une quantité importante de données vous a été cachée, à vous, au conseil d'administration et aux actionnaires. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. Ivy, a crié Graham, ne chuchotant plus. Sécurité, faites-la descendre de scène. 2 agents de sécurité près de la porte firent un pas en avant, mais Mara se leva au dernier rang. Elle leva la main, tenant un morceau de papier. C'était une ordonnance du tribunal. Les gardes hésitèrent. Ils connaissaient Mara, ils savaient qu'elle était conseillère juridique. Ils s'arrêtèrent. Je me tournai vers Graham. Il était rouge de colère, en âge. Il ressemblait à un homme qui regarde sa maison brûler et ne trouve pas le tuyau d'arrosage. Il y aura une restructuration aujourd'hui, dis-je dans le microphone, ma voix refroidissant l'air de la pièce de 10 degrés, mais ce n'est pas celle qui est affichée à l'écran. Je pointai la télécommande vers le projecteur. Je ne cliquai pas sur suivant, je cliquai sur quitter la présentation. L'écran devint noir pendant une seconde. Puis je branchai la clé USB que je tenais dans la paume de ma main. Regardons les vrais chiffres, dis-je. Sloan s'enfonça dans sa chaise. Elle paraissait petite. Elle paraissait jeûner, pour la première fois, elle paraissait effrayée. Je souris. Ce fut la seule fois où je souris de toute la matinée. Allons-nous commencer, demandai-je. Le microphone me semblait lourd dans la main, un bâton d'acier froid que j'allais utiliser pour diriger une symphonie de destruction. Le silence dans l'atrium était absolu. 300 employés retenaient leur souffle, leurs yeux dardant entre moi, la femme calme au blazer sobre, et Graham, le PDG en sueur dans son costume italien, qui semblait essayer de calculer la vitesse de libération nécessaire pour quitter la planète. Avant de poursuivre avec le plan de restructuration, dis-je, ma voix résonnant clairement à travers les haut-parleurs, je pense qu'il est vital que nous clarifions les données sur lesquelles repose cette décision. Après tout, une entreprise n'est forte que par sa vérité. N'est-ce pas, Graham? Graham s'avança vers moi, forçant un sourire tendu et terrifié qui n'atteignait pas ses yeux. Il posa une main sur mon bras, serrant assez fort pour me faire un bleu. C'était une prise d'avertissement déguisée en geste de réconfort. Ivy, siffla-t-il, la voix basse mais audible pour le premier rang. Tu donnes en spectacle. Tu es fatigué. Nous pouvons discuter de ta confusion dans mon bureau. Descends maintenant. Il essaya de m'éloigner, me traitant comme une femme hystérique qui aurait oublié de prendre ses médicaments. C'était sa manœuvre habituelle, manipulation. Diminution. Rejet. Je ne bougeais pas. Je regardais sa main sur mon bras, puis son visage. Je ne me dégageais pas, je me penchais simplement vers le microphone. Je ne suis pas fatigué, Graham, dis-je, mon ton agréable et tranchant comme du verre brisé. Et je ne suis pas confuse. En fait, je n'ai jamais été aussi lucide. Tu parlais justement d'efficacité et d'idées nouvelles. Tu as mentionné que nous avions besoin de perspectives fraîches sur le budget. Je détournai mon regard de Graham vers le premier rang. Je verrouillai mes yeux sur Sloan. Elle était assise de manière rigide, ses phalanges blanches alors qu'elle serrait son porte-documents en cuir. Elle semblait incertaine, sentant que le scénario déraillait, mais elle était trop arrogante pour réaliser que le train fonçait droit sur elle.
Sloan, dis-je chaleureusement. Pourquoi ne vous levez-vous pas? Sloan cligna des yeux. Elle regarda Graham pour obtenir un signal, mais Graham était trop occupé à fixer le fond de la salle où les auditeurs étaient assis. Il ne lui fit aucun signe. Allez-y, l'encourageai-je. Vous avez envoyé un courriel à l'équipe de direction ce matin enfin, à Graham en privé concernant une proposition de refonte de l'allocation budgétaire des départements. C'était très détaillé. Pourquoi ne pas partager vos idées avec le groupe? Si nous restructurons, l'équipe mérite d'entendre la logique qui sous-tend ce projet. L'hésitation de Sloan s'évanouit. C'était son langage, c'était son arène. Elle pensait que je cédais la parole à son intellect supérieur. Elle pensait que j'admettais enfin qu'elle savait mieux que moi. Elle se leva, lissant sa robe cramoisie et rejetant ses cheveux en arrière. Elle n'avait pas besoin de micro, sa voix portait la projection stridente de quelqu'un qui aimait le son de sa propre autorité. Merci, Ivy, dit-elle, m'offrant un sourire compatissant. Elle se tourna vers la foule, adoptant la posture d'un leader bienveillant. Je serais ravi de clarifier la situation. La vérité est que Ridgewell perd de l'argent depuis des années. Graham et moi avons analysé les coûts opérationnels, et nous réalisons que nous dépensons trop pour les anciens systèmes et l'ancien personnel. Un murmure parcourut la salle. Elle était pratiquement en train d'annoncer des licenciements en face des personnes qu'elle avait l'intention de renvoyer. Nous devons être plus agiles, continua Sloan, gagnant en assurance. Ma proposition suggère de réduire les frais administratifs de 30%. Nous détournons ces fonds vers un marketing agressif et l'acquisition de clients. C'est de l'arithmétique simple. Nous arrêtons de payer pour des gratte-papier et nous commençons à payer pour ceux qui rapportent des contrats. Elle me jeta un coup d'œil en disant « gratte-papier ». C'était une attaque directe, du moins le pensait-elle. Graham semblait avoir envie de vomir. Il savait ce qui allait arriver. Il essaya d'interrompre. Sloan, merci. C'est assez de détails pour l'instant, laissez-la finir, coupai-je, ma voix couvrant la sienne. C'est fascinant. Sloan, vous avez mentionné des coupes spécifiques dans le budget de soutien technique. Vous avez recommandé de réduire l'allocation de maintenance des serveurs de $40 000 par trimestre. Est-ce exact? Sloan hocha la tête avec suffisance. Oui, c'est un poste budgétaire boursouflé. Nous n'avons pas besoin de ce niveau de redondance. Et vous avez également proposé de réduire à 0 l'indemnité de déplacement de l'équipe de conformité? Ajoutai-je. La conformité ne génère pas de revenus, railla Sloan. Graham est d'accord avec moi. Nous en avons discuté longuement, n'est-ce pas? J'ai dit que vous et Graham en aviez discuté. Mais Sloan, je suis curieuse d'une chose. Je fis un pas de plus vers le bord de la scène, la regardant de haut. Pour faire des recommandations aussi spécifiques, $40 000 pour les serveurs, 0 pour la conformité, vous devriez connaître les dépenses actuelles exactes. Vous devriez avoir vu les données financières brutes, pas seulement les résumés que nous avons transmis aux gestionnaires, mais le grand livre général détaillé, ligne par ligne. Sloan leva les yeux au ciel. Évidemment, Ivy, on ne construit pas une stratégie sur des suppositions. J'ai fait mes devoirs. Et où exactement avez-vous fait ces devoirs? Demandai-je. Ma voix baissa d'une octave. Elle était calme, prédatrice. Où avez-vous vu ces chiffres? Sloan rit. C'était un son nerveux et aigu. Elle sentait le piège se refermer, mais elle supposait qu'elle était protégée par le PDG debout à côté de moi. Elle supposait que son accès était légitime parce que Graham l'avait autorisé. Graham m'a donné les données, dit-elle d'un ton défiant. Il sait que je peux gérer des fichiers complexes. Contrairement à certaines personnes, je n'ai pas besoin d'une calculatrice pour comprendre un compte de résultats. Nous avons examiné ensemble le fichier financier principal du 3e trimestre. Le fichier financier principal du 3e trimestre, répétai-je lentement. Oui, dit-elle, celui qui se trouve dans le lecteur de la direction, sous le dossier restreint. Je l'ai analysé ce week-end. Le piège se referma brusquement. Je regardai Graham. Il avait fermé les yeux. Il savait que c'était fini. Merci, Sloan, dis-je. Vous venez de confirmer quelque chose de très important. Je me tournai de nouveau vers l'auditoire. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de nos protocoles de sécurité des données, le fichier financier principal du 3e trimestre est classé comme données confidentielles de niveau 5. Il contient les numéros de sécurité sociale,
les détails des salaires de chaque personne dans cette salle et des secrets commerciaux non divulgués. L'accès à ce dossier est légalement limité aux directeurs financiers, au PDG et au directeur des opérations. Point final. La salle s'enflamma de chuchotements. Le sourire de Sloan vacilla. Elle regarda autour d'elle, confuse. Mais Graham me l'a donné, bégaya-t-elle, sa voix perdant son assurance polie. Il m'a connecté. Tout va bien. Non, Sloan, dis-je. Tout ne va pas bien. C'est un crime fédéral. Je plongeai la main dans le dossier que je tenais et en sortis une seule feuille de papier. Lewis. Appelai-je le responsable de l'informatique, qui se tenait près de la porte de la salle des serveurs. Pouvez-vous confirmer le journal que je tiens en main? Lewis s'avança. Il ne regarda pas Graham, il me regarda. Oui, Madame Chavez. Le journal confirme que le compte d'utilisateur appartenant à Graham Whittaker a accédé au dossier sécurisé de niveau 5 samedi à 22 h. L'adresse IP mène à une adresse résidentielle à Cherry Creek. Je regardai Sloan. C'est votre appartement, n'est-ce pas, Sloan? Elle pâlit. Je travaillais, tout simplement. Graham a dit que c'était correct. Graham n'a pas l'autorité nécessaire pour contourner les lois fédérales sur la confidentialité des données, dis-je, et vous non plus. En accédant à ce fichier, vous n'avez pas seulement enfreint la politique de l'entreprise, vous avez compromis les données personnelles de chaque employé dans cette salle. Vous nous avez exposés à une responsabilité civile qui pourrait mettre cette entreprise en faillite avant même que la levée de fonds ne commence. Vous déformez tout. Hurla Sloan, son sang-froid s'effondrant complètement. J'essayais d'aider. Je corrigeais le budget. Vous accédiez à des données que vous n'êtes pas autorisé à voir, répondis-je calmement. Et vous venez de l'admettre devant 300 témoins, un appareil d'enregistrement est. Je fis un geste vers le fond de la salle, point les auditeurs indépendants qui sont assis juste là. Sloan tourna brusquement la tête. Elle vit les hommes en costume gris prendre des notes. Elle vit Monsieur Henderson, l'investisseur, la regarder avec un dégoût pur. Elle se tourna vers Graham, saisissant le bas de son pantalon. Graham, fais quelque chose. Dis-lui de se taire. Graham retira sa jambe comme si elle le brûlait. Il recula, mettant de la distance entre lui et sa maîtresse. Il était maintenant en mode survie, il était prêt à la jeter au loup pour se sauver. Je ne lui ai jamais dit d'ouvrir ce fichier spécifique, bégaya Graham dans le micro, la voix tremblante. Elle a du mal comprendre. Je lui ai dit de regarder les résumés publics. Sloan eut un hoquet de surprise. La trahison la frappa comme un coup physique. Quoi? Espèce de menteur. Tu as tapé le mot de passe. Tu t'es assis juste à côté de moi et tu m'as dit quelle colonne supprimer. Je n'ai rien fait de tel, cria Graham, le visage virant au violet. Vous êtes une employée junior. Pourquoi vous donnerais-je une habilitation de direction? Parce que tu couches avec moi, hurla Sloan. Le silence qui suivit fut assez lourd pour écraser les poumons. C'était sorti. Le secret que tout le monde connaissait mais que personne ne disait. La vérité laide et désordonnée mise à nu sur le sol de l'atrium. Je restais là, la seule personne calme dans la zone d'explosion. Je les regardais se retourner l'un contre l'autre. Je regardais le couple de pouvoir se désintégrer en un homme terrifié et une femme hystérique. Il m'a tout montré, hurla Sloan, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Il m'a montré les comptes. Il m'a montré les honoraires de consultation. Il m'a dit qu'il allait te licencier pour que nous puissions diriger cet endroit ensemble. Je hochai lentement la tête. Je sais qu'il l'a fait, Sloan. Et c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Je me tournai vers l'écran de projection. Vous avez mentionné les honoraires de consultation. Parlons-en, puisque vous avez déjà ouvert la porte des finances. Parcourons-les ensemble. Je cliquai sur la télécommande. L'écran derrière moi s'alluma. Ce n'était pas une diapositive PowerPoint, c'était un journal de virement bancaire. Il montrait une série de paiements mensuels de 15 000 $ destinés à DV Stratégie. Ceci, dis-je en désignant l'écran, est le cabinet de conseil que Sloan vient de mentionner, celui que Graham paie avec les fonds de l'entreprise. Graham s'élança vers moi. Éteins ça, Ivy. Éteins ça tout de suite. 2 agents de sécurité montèrent sur scène. Ils ne se dirigèrent pas vers moi, ils se dirigèrent vers Graham.
Monsieur Whittaker, dit le chef des gardes, d'une voix grave et autoritaire. Veuillez vous éloigner de Madame Chavez. Graham se figea. Il regarda les gardes. Il me regarda. Tu m'as piégé, murmura-t-il. Tu as planifié tout ça. Je n'ai pas planifié ta liaison, Graham, dis-je doucement pour que lui seul puisse m'entendre, et je n'ai pas planifié ton vol. J'ai juste allumé la lumière. Je regardai de nouveau Sloan, qui sanglotait sur le sol dans sa robe à $3000. Vous vouliez faire partie du processus de décision de la direction, Sloan. Eh bien, félicitations. Vous êtes maintenant le témoin principal dans une enquête pour fraude d'entreprise. Je regardai la foule. Il n'y aura pas de licenciement aujourd'hui, annonçai-je. Il y aura, en revanche, un changement de direction. Je fis signe aux auditeurs au fond. Ils se levèrent et commencèrent à descendre l'allée vers la scène. La fête était finie. Le nettoyage allait commencer. L'écran de projection derrière moi n'affichait plus de citations de motivation ou de cibles trimestrielles. Il affichait une scène de crime. Les colonnes et les lignes de la feuille de calcul étaient stériles, ennuyeuses même pour un œil non averti. Mais pour cette salle remplie de gens dont les prêts hypothécaires dépendaient de la solvabilité de cette entreprise, les chiffres hurlaient. Je ne haussai pas la voix. Je ne pleurais pas. Je devins l'incarnation du manuel de conformité dont Graham s'était moqué pendant des années. Revoyons la chronologie, dis-je en cliquant sur la télécommande. Une nouvelle diapositive apparut. C'était un graphique chronologique simple, noir sur blanc. 12 octobre, commençai-je en désignant la première date. Un nouveau poste est créé au département marketing, coordonnatrice de marque. La fourchette salariale est fixée à $95 000, ce qui est 20% au-dessus du prix du marché. Le poste n'est pas publié. Aucun entretien n'est mené. 14 octobre, continuai-je en descendant dans la liste. Sloan Carian est embauché. Son curriculum vie est téléchargé dans le système 2 heures après la génération de la lettre d'offre. L'approbation de l'embauche contourne le vice-président du marketing et est autorisée directement par le code de dérogation du PDG. Je regardais Sloan, qui se tenait maintenant de façon instable près du bord de la scène, essuyant du mascara sur ses joues. Elle ressemblait à une enfant prise en train de voler des bonbons, ne réalisant pas qu'elle avait en fait volé une voiture. 1er novembre, dis-je. Une carte de crédit d'entreprise émise au bureau du PDG commence à afficher des frais pour une provision de consultation à une société appelée DV Stratégie. L'adresse de cette société est une boîte postale dans l'Ohio. L'agent enregistré est Derek Voss. Un murmure parcourut la pièce. Le nom de Derek était connu de la vieille garde. C'était le copain de boisson de Graham, pas un consultant stratégique. 15 novembre, dis-je, ma voix implacable. Le PDG et la nouvelle coordonnatrice de marque ont réservé un voyage à San Francisco pour un sommet technologique. Il n'y a pas de sommet à San Francisco à ces dates. Les frais d'hôtel, cependant, s'élèvent à $4000 pour un séjour de 3 nuits au Saint-Régis. Les dépenses sont codées comme relation avec les fournisseurs. Graham s'avança, le visage congestionné par un mélange de rage et d'humiliation. Il saisit le bord du pupitre, ses phalanges blanches. Ça suffit, Ivy, cria-t-il, la voix brisée. C'est ridicule. Tu laves notre linge sale en public parce que tu es blessé. Je comprends. J'ai fait une erreur. J'ai eu une liaison, mais c'est une affaire de famille. Nous devrions en discuter avec un conseiller matrimonial, pas avec tout le personnel. Il se tourna vers l'auditoire, essayant de retrouver son charme, essayant de jouer le pêcheur auquel on peut s'identifier. Écoutez, tout le monde fait des erreurs dans sa vie personnelle. Ma femme est évidemment très émotive en ce moment. Elle déforme des dépenses professionnelles courantes pour me faire mal paraître parce qu'elle est jalouse. C'est un conflit domestique qui a débordé sur le bureau. Je m'excuse pour ce mélodrame. Il essaya de balayer cela d'un rire, un gloussement d'autodérision censé solliciter la sympathie masculine. Les femmes, pas vrai? On ne peut pas vivre avec elles, on ne peut pas les empêcher de gâcher une réunion. Je ne laissai pas le rire prendre. Non, Graham, dis-je. Ma voix coupa sa diversion comme un scalpel. Ce n'est pas une affaire de famille, et je ne me tiens pas ici en tant que ton épouse. Je fis un pas de plus vers lui. Je me tiens ici en tant que directrice des opérations de Ridgewell Dynamics, et il n'est pas question d'infidélité. Il est question de conformité.
Il est question de la section 4.2 de la politique sur les conflits d'intérêts. Il est question de la section 7.1 de la politique sur le détournement d'actifs de l'entreprise. Et il est question de la section 9.0 de la politique sur l'accès non autorisé aux données. Je me tournai vers la foule. Quand un PDG utilise les fonds de l'entreprise pour faciliter une relation personnelle, ce n'est pas une romance. C'est un vol. Quand un PDG contourne les protocoles d'embauche pour employer un partenaire romantique, ce n'est pas une faveur. C'est du népotisme et une violation des lois sur l'égalité des chances en matière d'emploi. Et quand un PDG partage des données financières de niveau 5 avec un employé non habilité pour cacher ce vol, c'est un manquement au devoir fiduciaire. Graham ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Et pour que ma position ici soit bien claire, dis-je en regardant les investisseurs au dernier rang, je ne suis pas seulement une employée avec un titre. Je suis cofondatrice. Et par l'intermédiaire de la fiducie familiale Chavez, qui a été établie avant notre mariage et reste un bien propre, je détiens 30% des actions avec droit de vote de cette société. La salle eut un souffle de surprise. La plupart des nouveaux employés n'en avaient aucune idée. Ils pensaient que je n'étais que l'épouse qui avait obtenu un titre de complaisance. Même Sloan semblait choquée. Elle avait supposé que mon pouvoir venait de Graham, elle ne réalisait pas que mon pouvoir venait de la table de répartition du capital. M. Henderson, l'investisseur principal, se leva au dernier rang. Son visage était sombre. Monsieur Whittaker, dit Henderson, sa voix résonnant sans microphone. Je pense que nous en avons assez entendu pour l'Assemblée générale. Je convoque immédiatement une session d'urgence du conseil d'administration dans la salle de conférence de la direction. Le visage de Graham était vidé de toute couleur. Une session d'urgence convoquée par l'investisseur principal ne signifiait qu'une chose, un vote de censure. Attendez une minute, Jim, bégaya Graham en levant les mains. Ne soyons pas précipités. Nous pouvons expliquer tout cela. C'est juste un malentendu sur le codage. Il n'y a pas de malentendu, dit Henderson en descendant l'allée. Les données sont claires. Suspendez la réunion. Graham semblait piégé. Il me regarda avec une haine pure. Tu as fait ça, siffla-t-il. Tu as tout brûlé. Je l'ai sauvé, répondis-je froidement, avant que tu ne puisses voler le reste. Sloan, réalisant que son protecteur perdait la main, décida de tirer une dernière cartouche désespérée. Elle s'avança vers moi, le visage déformé par la rancœur. Vous êtes pathétique, cracha-t-elle. Vous croyez que quelqu'un se soucie de vos petites politiques? Vous n'êtes qu'une épouse amère et jalouse qui n'a pas su garder l'intérêt de son mari. Vous essayez de ruiner sa carrière parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un de plus jeune et de plus intelligent. Ce n'est que de la vengeance. La salle redevint silencieuse, attendant ma réaction. Allais-je la gifler? Allais-je hurler? Allais-je enfin craquer et montrer l'émotion qu'elle voulait voir? Je la regardais. Je regardais cette jeune femme qui s'était moquée de moi dans l'ascenseur, qui avait volé mon travail, qui avait envahi mon mariage et mon entreprise avec la même outrecuidance. Je ne ressentais rien d'autre qu'un profond sentiment de déception professionnelle. Sloan, dis-je, ma voix calme, presque ennuyée. Vous pouvez me traiter d'épouse jalouse. Vous pouvez me dire amère. Vous pouvez me dire vieille. Cela n'a aucune importance. Je désignais l'écran derrière moi où les preuves de son accès illégal aux données brillaient encore en haute définition. Parce que peu importe les noms dont vous m'affublez, les faits restent les mêmes. Vous avez accédé à des données restreintes sans habilitation. Vous avez accepté des fonds de l'entreprise pour un usage personnel et vous avez conspiré pour modifier des dossiers financiers. Je marquai une pause, laissant le poids des mots s'installer sur ses épaules. Je me fiche de savoir avec qui vous couchez, Sloan. Mais je me soucie de savoir qui vous volez, et en ce moment, vous n'êtes pas l'autre femme. Vous êtes une employée qui est en violation active de son contrat. Je me tournai vers les agents de sécurité. Veuillez escorter Monsieur Whittaker et Mademoiselle Carian jusqu'à la salle de conférence pour la réunion du conseil. Et s'il vous plaît, assurez-vous qu'ils ne touchent à aucun appareil électronique en chemin, vous ne pouvez pas me donner d'ordre, hurla Sloan. Graham est le PDG. Je regardais Graham. Il fixait le sol, vaincu. Il connaissait les calculs. Il connaissait les votes. Il savait que c'était fini. Graham est un actionnaire en attente d'enquête, l'a corrigé je. Et jusqu'à ce que le conseil vote,
Je suis l'officier le plus haut gradé dans ce bâtiment qui n'est pas actuellement impliqué dans un projet de fraude. Je regardais les employés une dernière fois. Tous les autres, veuillez retourner à vos bureaux. Les serveurs sont en sécurité. La paix est en sécurité, et nous avons beaucoup de travail pour nettoyer ce gâchis. Je quittais la scène. Je ne regardais pas mon mari. Il ne regardait pas sa maîtresse. Je marchais droit vers Mara et les auditeurs. Ai-je oublié quelque chose, demandai-je à Mara en arrivant au fond de la salle. Mara sourit, d'un sourire de requin. Non. Tu as cité chaque article à la perfection. Je crois même avoir vu Henderson prendre des notes sur la clause de conflit d'intérêts. C'était une démonstration de maître, Ivy. Bien, dis-je. Maintenant, allons finir le travail. Je pénétrai dans la salle de conférence, prête à signer les papiers qui mettraient fin à mon mariage et sauveraient l'œuvre de ma vie. L'assistante était morte, la directrice des opérations était aux commandes. Le passage du bruit chaotique de l'atrium au silence hermétique de la salle de conférence de la direction fut brutal. Les lourdes portes en chêne se refermèrent, coupant les murmures du personnel confus à l'extérieur. À l'intérieur, l'air était frais et sentait discrètement l'encaustique au citron et la peur. Graham était assis en bout de table, un siège qu'il occupait depuis 5 ans avec l'arrogance désinvolte d'un roi. Maintenant, il ressemblait à un prisonnier attendant que le bourreau teste la corde. Il était affalé, sa cravate desserrée, des perles de sueur sur le front malgré la climatisation. Je ne m'assis pas. J'ai fait le tour de la table, distribuant des dossiers reliés aux 4 membres du conseil d'administration présents, M. Henderson représentant la société de capital risque, 2 administrateurs indépendants et le secrétaire général. Messieurs, ai-je dit, ma voix exempte de tout tremblement. Merci de vous être réunis avec un préavis aussi court. Ce que je m'apprête à présenter n'est pas un grief domestique. Il s'agit d'une évaluation des risques concernant la solvabilité immédiate et la situation juridique de Ridgewell Dynamics. J'ai placé le dernier exemplaire devant Graham. Il a fixé la page de couverture, ses mains tremblant légèrement. Onglet 1, ai-je instruit. Les journaux d'accès informatique. La pièce s'est remplie du bruit des pages que l'on tourne. C'était un son sec, un froissement qui semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Comme vous pouvez le constater, ai-je continué, un accès non autorisé à des données financières de niveau 5 a été accordé à une employée subalterne du marketing, Sloan Carian, à 3 occasions distinctes. Cet accès a été facilité par les identifiants de connexion du PDG. Il s'agit d'une violation directe de notre accord de sécurité des données avec nos partenaires bancaires. Si cette faille leur est signalée avant que nous ne la maîtrisions, ils ont le droit d'exiger le remboursement immédiat de nos prêts. Monsieur Henderson a ajusté ses lunettes, son visage prenant une teinte rouge qui correspondait aux pertes dont nous discutions. Graham, lui as-tu donné le mot de passe? C'était pour un projet, a marmonné Graham. Je la supervisais. C'était un oubli, pas une faille. Onglet 2, ai-je dit, lui coupant la parole. Les frais de conseil. J'ai attendu qu'il voie les chiffres. Au cours des 6 derniers mois, 90 000 $ ont été transférés à DV Stratégie. L'onglet 3 contient les documents de constitution de cette entité. Il s'agit d'une société écran enregistrée au nom de Derek Voss, un ami personnel du PDG sans aucune expérience en fintech ou en stratégie d'entreprise. Les fonds ont été utilisés pour payer des voyages personnels, des produits de luxe et des séjours à l'hôtel qui coïncidaient avec les dates des prétendues sessions de conseil. C'est un détournement de fonds, a dit l'un des administrateurs indépendants, levant les yeux de la page avec dégoût. Pur et simple. C'est encore pire, ai-je dit. Veuillez passer à l'onglet 4, les règles de transfert de mai. C'était le clou du cercueil. J'ai vu les yeux de Henderson s'écarquiller en parcourant les journaux. Le PDG a mis en place une règle automatique pour transférer tous les fichiers contenant les mots-clés Investor Deck et EQ3 Projections vers l'adresse email externe de Derek Voss, ai-je expliqué. Derek Voss n'est pas soumis à un accord de confidentialité. C'est un tiers non réglementé. Nous sommes actuellement dans la phase de contrôle préalable pour notre financement de série C. En envoyant nos données financières propriétaires à un étranger, Graham a non seulement violé nos politiques internes, mais il a également potentiellement annulé notre couverture d'assurance et compromis la valorisation de l'ensemble de l'entreprise. Graham a frappé la table du poing. J'avais confiance en Derek. Il m'aidait à optimiser les comptes personnels. Il ne vendait pas les données. Nous ne le savons pas, ai-je dit calmement.
Et la SEC non plus. C'est là qu'est le risque, Graham. Tu as introduit une variable incontrôlable dans un environnement réglementé. Graham a regardé autour de la table, cherchant désespérément un allié. Écoutez, je peux régler ça. Je vais rembourser l'argent. Je vais licencier Derek, mais vous ne pouvez pas m'évincer. Je suis le fondateur. Je suis le visage de cette marque. En fait, ai-je dit, cela nous amène à l'onglet 5. J'ai regardé Graham feuilleter le document. C'était la note de restructuration de l'autorité exécutive et de la responsabilité qu'il avait signée hier sans la lire, celle où il prenait l'entière responsabilité des paiements. Hier, ai-je dit, en regardant directement Henderson, Graham a signé cette directive opérationnelle. Il y stipule explicitement que les paiements ADV stratégie ont été effectués à sa seule discrétion et qu'il a ordonné au directeur de l'exploitation de contourner les protocoles standards de vérification des fournisseurs. Il a signé des aveux, messieurs. Il a pris l'entière responsabilité juridique de la fraude pour protéger son stratagème. Graham a fixé sa propre signature. Il a levé les yeux vers moi, le regard rempli d'un mélange de choc et de haine. Il a finalement réalisé que, l'assistante stupide, qu'il avait ignorée était en fait l'architecte de sa chute. « Tu m'as piégé » a-t-il chuchoté. « Je t'ai demandé de le lire » ai-je répondu. « Tu étais trop occupé à me dire de t'apporter du café. » Monsieur Henderson a fermé le classeur. Le son a retenti comme un coup de marteau sur un bloc. « J'en ai assez vu » a dit Henderson. « Je propose d'activer la clause de moralité et de conformité du contrat de travail du PDG. Je propose de suspendre immédiatement Graham Whittaker de toutes ses fonctions de direction en attendant une enquête médico-légale complète. » Appuyez, a dit l'administrateur indépendant. Tous en faveur, a demandé Henderson. 4 mains se sont levées. Graham est resté figé, ses mains toujours sur la table. Il avait construit cette pièce. Il avait choisi ses chaises. Et maintenant, les personnes assises dedans venaient de le dépouiller de sa couronne. Graham, a dit Henderson d'une voix froide et professionnelle. Veuillez remettre votre badge, votre ordinateur portable et votre téléphone de fonction. La sécurité va vous escorter jusqu'à votre voiture. Ne revenez pas dans le bâtiment avant d'avoir été contacté par notre conseiller juridique. J'ai regardé mon mari, l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, se lever. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Il a posé son téléphone et son badge sur la table en acajou. Il ne m'a pas regardé. Il ne le pouvait pas. Il s'est dirigé vers la porte, flanqué des agents de sécurité que j'avais postés là. Alors que la porte se refermait derrière lui, le silence est revenu. Bien, a dit Henderson, exhalant un long soupir. Ivy, peux-tu assurer l'intérim à la direction générale pendant que nous nettoyons tout ça? J'ai dit, je resterai directrice de l'exploitation. Je ne veux pas du titre, je veux que l'entreprise fonctionne. Je dirigerai les opérations. Vous pouvez faire venir un visage intérimaire si vous en avez besoin, mais pour l'instant, j'ai une autre question de personnel à régler. La fille, a demandé Henderson. Le passif, les jeux corrigés. Je m'en occupe. J'ai quitté la salle du conseil et j'ai marché dans le couloir jusqu'au petit bureau sans fenêtre utilisé par les RH pour les conversations sensibles. La directrice des ressources humaines, une femme nommée Sarah qui avait l'air terrifiée, était déjà là. Assise en face d'elle, les bras croisés et l'air défiant, se trouvait Sloan. Sloan avait cessé de pleurer. Elle avait remis du rouge à lèvres. Elle croyait manifestement que le pire était passé. Elle pensait que Graham était là-dedans en train de se battre pour elle. Elle pensait que ce n'était qu'une réprimande avant d'être réintégrée. Quand je suis entré, Sloan a ricané. Enfin, a-t-elle dit. Est-ce Graham qui t'envoie? Dis-lui que je suis prête à partir. J'en ai marre d'être assise dans ce placard. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé une seule enveloppe blanche sur la table. Graham ne m'a pas envoyé, ai-je dit. Graham a été suspendu par le conseil d'administration et escorté hors du bâtiment. Il fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude. Sloan a cligné des yeux. La couleur a quitté son visage, laissant son phare ressortir comme des ecchymoses. Tu mens. Il possède cette entreprise. Plus maintenant, ai-je dit. Le conseil a voté il y a 5 minutes. J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle. Sloan Carian, ai-je dit, ma voix formelle et détachée. Voici votre avis de licenciement immédiat pour motif grave.
Les motifs sont énumérés dans le document joint, faute grave, accès non autorisé à des données confidentielles, détournement de fonds de l'entreprise et violation du code d'éthique. Sloan a fixé l'enveloppe. Elle ne l'a pas touchée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je suis directrice. Graham m'a promu. Cette promotion n'a jamais été ratifiée par les RH, a ajouté Sarah, la directrice des RH, doucement. Elle n'a jamais été officielle. Sloan, tais-toi, a lancé Sloan vers elle. Elle a redirigé son regard furieux vers moi. Tu fais ça seulement parce que tu es jalouse. Tu penses que te débarrasser de moi le fera revenir vers toi. Il te déteste. Il m'a dit que tu étais ennuyeuse. Il m'a dit que tu étais un poids mort. Je l'ai regardée et j'ai ressenti un étrange sentiment de pitié. Elle menait encore une guerre pour un homme. Pendant que je menais une guerre pour une corporation, elle jouait aux dames, je jouais aux échecs en 3 dimensions. Sloan, ai-je dit, je ne veux pas qu'il revienne. Tu peux le garder. Bien que sans la carte de l'entreprise, je soupçonne qu'il sera beaucoup moins intéressant pour toi. Mais en ce qui concerne ton emploi, ce n'est pas une décision émotionnelle. C'est une décision mathématique. Tu n'as pas le droit, a sifflé Sloan. Je ne signe rien. Je vais te poursuivre en justice. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Tu peux essayer, ai-je dit. Mais à l'intérieur de cette enveloppe se trouve également une lettre de notre équipe juridique. Si tu contestes ce licenciement ou si tu parles des affaires de l'entreprise à la presse, nous engagerons des poursuites civiles contre toi pour les fonds que tu as dépensés. Nous demanderons restitution pour les $40 000 de voyage et d'hôtel. Nous déposerons une plainte à la police pour la violation de données, ce qui est un crime fédéral. La bouche de Sloan s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. La menace de la prison et des dettes l'a réduite au silence efficacement. Cependant, ai-je continué, si tu signes l'accord de non-divulgation et l'accord de séparation aujourd'hui, nous renoncerons aux poursuites. Tu partiras avec rien, mais tu partiras libre. Sloan a regardé l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle a réalisé qu'elle était seule. L'homme sur qui elle avait misé était parti. L'emploi qu'elle avait volé était parti. Le statut dont elle avait soif était parti. Pour qui te prends-tu, a-t-elle chuchoté, les larmes remontant aux yeux. Tu n'es que son assistante. Il a dit que tu n'étais personne. Je me suis levé et j'ai lissé mon blazer. Je l'ai regardé avec le poids de 30% des parts et un vote unanime du conseil derrière moi. Il s'est trompé sur beaucoup de choses, ai-je dit. Je ne suis pas son assistante, Sloan. Je suis la femme qui vient de le licencier. Ton badge, j'ai tendu la main, et ton téléphone. Maintenant. Sloan m'a regardé. Elle a regardé l'enveloppe. Lentement, douloureusement, elle a fouillé dans son sac à main. Elle a sorti la carte d'accès qui lui avait donné accès à mon monde. Elle l'a posée sur la table. Puis elle a posé l'iPhone de fonction à côté. Veuillez escorter mademoiselle Carian jusqu'à la sortie, ai-je dit à Sarah. Elle n'est pas autorisée à retourner à son bureau. Nous enverrons ses effets personnels à son domicile par courrier. Tu es un monstre, a sangloté Sloan en se levant. Non, ai-je dit en me tournant pour partir. Je suis une fondatrice, et je protège mon investissement. Je suis sorti de la pièce. Le couloir était calme. L'air semblait plus léger. J'avais signé les papiers. J'avais exécuté le jugement. J'avais éliminé l'infection. J'ai marché vers l'ascenseur, le même ascenseur où tout cela avait commencé. J'ai appuyé sur le bouton. Il restait une dernière chose à faire, un acte final pour clore le rideau. Je devais m'adresser à l'entreprise. Je devais leur dire que le navire était stable, même si le capitaine avait été jeté par-dessus bord. Je suis entré dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées. J'ai croisé mon reflet dans les parois métalliques. Je n'ai pas vu une assistante. Je n'ai pas vu une victime. J'ai vu la PDG. Je suis retourné dans l'atrium. L'air était différent maintenant. Avant, il était rempli du bourdonnement de la confusion et des murmures d'un personnel qui pressentait le danger sans pouvoir le nommer. Maintenant, le silence était absolu. C'était le silence lourd et expectant d'une salle d'audience en attente du verdict. 300 visages se sont tournés vers moi. Ils regardaient la femme qu'ils avaient ignorée dans l'ascenseur. Ils regardaient la femme dont ils pensaient qu'elle faisait le café.
Il regardait la femme qui venait de sortir d'une salle de conseil avec le poids de l'entreprise sur ses épaules. Je suis monté sur l'estrade. Le projecteur était toujours allumé, un faisceau blanc immaculé que Graham avait commandé pour illuminer sa grandeur. Maintenant, il illuminait sa chute. J'ai tapoté le micro une fois. Le son a résonné comme un coup de feu. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît, ai-je demandé. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait la fréquence indéniable du commandement. Les gens ont cessé de taper sur leur clavier. L'équipe commerciale a arrêté de faire les 100 pas. Même la machine à café a semblé s'arrêter de siffler. Des changements immédiats ont été apportés à la structure de direction de Ridgewell Dynamics, ai-je commencé. Il y a 10 minutes, le conseil d'administration a voté à l'unanimité la mise en congé administratif indéfini du PDG Graham Whittaker, en attendant une enquête médico-légale complète sur sa mauvaise conduite financière et le détournement des actifs de l'entreprise. Un halètement collectif a aspiré l'oxygène de la pièce. J'ai attendu qu'ils s'apaisent. Je voulais qu'ils entendent clairement la suite. Cette enquête porte sur l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des voyages personnels, l'établissement de contrats de fournisseurs non autorisés et le partage de données confidentielles de niveau 5 avec des tiers externes. Nous coopérons pleinement avec des auditeurs externes pour garantir que l'entreprise reste solvable et que vos salaires restent garantis. J'ai vu le soulagement envahir les visages des ingénieurs au dernier rang. Ils ne se souciaient pas du drame, ils se souciaient de leur loyer. Je venais de leur promettre la sécurité. Mais le théâtre n'était pas fini. À l'autre bout de l'atrium, les portes vitrées se sont ouvertes. 2 agents de sécurité escortaient Graham vers la sortie principale. Il avait l'air débraillé, sa cravate de travers, son visage un masque de panique et d'incrédulité. Derrière lui, flanqué de Sarah DRH, se trouvait Sloan. Elle serrait son sac à main, ses yeux étaient rouges, sa robe coûteuse ressemblait maintenant à un costume qu'elle aurait porté pour la mauvaise fête. Il devait passer devant l'estrade pour atteindre la porte. C'était la seule sortie. Graham m'a vu debout sous son projecteur. Il a vu les employés me regarder avec respect, et quelque chose en lui s'est brisé. Le narcissique ne peut survivre à la perte de son public. Il ne pouvait pas me laisser le dernier mot. Il a libéré son bras de l'emprise du garde. « Attendez » a crié Graham, sa voix se cassant. Il s'était lancé vers l'estrade, les yeux sauvages. « Vous ne pouvez pas l'écouter. Elle ment. C'est une prise de contrôle hostile. » Il a grimpé les escaliers précipitamment, tendant la main vers le micro que je tenais. Il voulait réinventer l'histoire une dernière fois. Il voulait les charmer, leur mentir, leur faire croire qu'il était toujours le Golden Boy. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. 2 autres agents de sécurité, ceux que j'avais positionnés au pied de l'estrade, sont intervenus instantanément. Ils l'ont intercepté avant qu'il ne puisse s'approcher à moins d'1 mètre de moi. L'un d'eux a saisi son épaule. L'autre a bloqué son passage avec un mur de muscles. « Monsieur Whittaker » a tonné le chef de la sécurité, « vous êtes en violation de propriété. Retirez-vous. » Graham s'est débattu, haletant, le visage à quelques centimètres du micro mais incapable de l'atteindre. Il m'a regardé, les yeux suppliants, me demandant de le sauver de l'humiliation qu'il s'était lui-même infligée. « Ivy » a-t-il haleté. « Ivy, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes partenaires. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. » Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait effacé pendant 2 ans. Puis j'ai regardé au-delà de lui vers Sloan, qui s'était arrêté près de la sortie, observant la scène avec horreur. Elle semblait petite. Elle semblait terrifiée. J'ai levé le micro. « Sloan Carian » ai-je dit. Ma voix était froide, amplifiée, et résonnait dans chaque recoin du bâtiment. Sloan a tressailli comme si je l'avais frappé. Je veux que ce soit très clair pour tout le personnel afin qu'il n'y ait pas de rumeur, ai-je continué, soutenant son regard à travers la pièce. Vous n'êtes plus une employée de Ridgewell Dynamics, à compter de 11h07 ce matin. La bouche de Sloan s'est ouverte, une protestation silencieuse mourant sur ses lèvres. Et pour être clair, ai-je dit, m'assurant que les investisseurs au dernier rang puissent m'entendre, ce licenciement n'est pas dû à des raisons personnelles. Ce n'est pas à cause d'une liaison. C'est parce que vous avez sciemment accédé à des données financières restreintes sans autorisation. C'est parce que vous avez contourné les protocoles d'emploi fédéraux, et c'est parce que vous vous êtes engagé dans un conflit d'intérêts qui a mis en danger le gagne-pain de chaque personne présente dans cette pièce.
J'ai marqué une pause. Vous ne recevrez pas d'indemnité de départ. En revanche, vous recevrez une facture pour les fonds non autorisés que vous avez dépensés. Sloan s'est tourné désespérément vers Graham. Graham, fais quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas me licencier. Elle a tendu la main vers lui, l'instinct de la maîtresse qui croit son protecteur omnipotent. Mais Graham était actuellement maintenu par un garde nommé Lewis qui pesait 20 kilos de plus que lui. Graham ne pouvait pas la sauver. Il ne pouvait même pas se sauver lui-même. Il l'a regardé, puis il a détourné les yeux, la honte lui brûlant le visage. La salle l'a vu. Ils ont vu le rapport de force basculer en temps réel. Ils ont vu que l'empereur était nu et que la maîtresse n'avait plus d'emploi. J'ai reporté mon attention sur mon mari. Il respirait toujours fort, piégé par la sécurité. Tu voulais diriger cette entreprise, Graham, ai-je dit doucement, mais le micro transmettait chaque syllabe. Tu voulais prendre les grandes décisions. Tu voulais les honneurs. J'ai fait un pas vers lui, le regardant de toute la hauteur de mon intégrité. Tu as passé les 2 dernières années à me traiter comme une secrétaire. Tu l'as laissé, j'ai désigné Sloan du doigt, me manquer de respect dans mon propre bâtiment. Tu l'as laissé me donner des ordres. Tu l'as laissé m'appeler ton assistante. Graham a dégluti difficilement. Eh bien, ai-je dit, ma voix se durcissant comme de l'acier, aujourd'hui je fais enfin le travail que tu m'as confié. Je nettoie tes dégâts. Je remplis la paperasse et je gère les problèmes de personnel difficiles. Je me suis penché plus près. Je suis l'assistante, n'est-ce pas Graham? Alors, laisse-moi t'assister jusqu'à la porte. J'ai fait un signe de tête aux gardes. Sortez-le. Les gardes ont resserré leur prise. Graham n'a pas lutté cette fois. Il s'est effondré, l'énergie quittant son corps alors qu'il l'entraînait. Il m'a regardé une dernière fois, il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement la réalisation terrifiante de ce qu'il avait gâché. Ils l'ont fait passer devant les rangées d'employés silencieux. Ils l'ont fait passer devant les ingénieurs qu'il avait ignorés. Ils l'ont fait passer devant les investisseurs qu'il avait escroqués. Et ils l'ont fait passer devant Sloan. Elle l'a regardé partir, puis, réalisant qu'elle était vraiment seule, elle a baissé la tête et a suivi la directrice des RH vers la sortie. Les portes vitrées ont sifflé en se refermant derrière eux. L'atrium était calme. Le nuage toxique qui planait sur l'entreprise depuis des mois avait été aspiré vers le parking. Je suis resté seul sur l'estrade. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. J'ai regardé la mère de visage. Il me regardait différemment maintenant. Il ne regardait pas l'épouse. Il ne regardait pas la victime. Il regardait la PDG. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas fait de discours sur mes sentiments. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai fait ce que j'avais toujours fait, je me suis remis au travail. Très bien, ai-je dit d'une voix vive et pratique. Le spectacle est terminé. Les comptes non autorisés ont été gelés. Les données sont sécurisées. La paie de vendredi est approuvée. J'ai regardé Marcus, le développeur principal au premier rang. Marcus, je veux que les journaux du serveur soient examinés d'ici 14 heures. Nous devons corriger la vulnérabilité qu'ils ont utilisée pour accéder au disque restreint. Marcus a hoché la tête, un regard de respect sincère sur son visage. Je m'en occupe, Ivy, je veux dire, Madame Chavez. Ivy, c'est très bien, ai-je dit. Les titres ne sont que des mots. Ce sont les résultats qui comptent. J'ai regardé l'équipe commerciale. Prenez vos téléphones, ai-je ordonné. Dites aux clients que nous procédons à une restructuration positive pour améliorer la conformité. Ne mentionnez pas la fraude. Dites-leur que nous resserrons les opérations en vue de l'introduction en bourse, ce qui est vrai. J'ai regardé le reste de la salle. Nous avons beaucoup de dégâts à réparer. Mais le fondement de cette entreprise n'est pas l'homme qui vient de franchir cette porte. Le fondement, c'est le code que nous avons écrit et le produit que nous avons construit. Cela n'a pas changé. J'ai reposé le micro sur son support. Maintenant, ai-je dit, retournez au travail. Nous avons une entreprise à sauver. Je me suis détourné et j'ai quitté l'estrade. Je n'ai pas regardé en arrière vers le projecteur vide. J'ai marché droit vers la salle des serveurs. J'avais beaucoup de fichiers à décrypter, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le mot de passe de ma propre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez.
Alors, s'il vous plaît, commentez ci-dessous avec votre emplacement et discutons de ce que vous auriez fait à la place d'Ivy.